j'en ai marre des vieux qui sont en politique. Et si à un moment, il faut faire le shift, il faut que des jeunes puissent s'engager. Je crois que c'est pas arrivé depuis 50 ans qu'il y ait un enchaînement municipal plus l'année d'après, présidentielle, okay. 1960 et quelques. Du coup, c'est assez rare qu'il y ait dans l'agenda politique qu'il y ait cet enchaînement-là. Et c'est vraiment un tour de chauffe où chacun va jauger un petit peu les autres, ses concurrents dans la course à la présidentielle. On peut rien gagner pendant ces élections-là à la présidentielle, par contre on peut perdre beaucoup de choses. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément visibles du grand public, mais qui existent et qui sont extrêmement présentes dans la politique, notamment parisienne. Ils disent, le temps que t'arrives, que tu es élu, que tu comprennes un peu comment ça fonctionne, que tu lances des projets, que les projets soient financés, soit validés, soit financés et soient déployés. En fait, la fin de la mandature est arrivée et en fait, c'est déjà de nouvelles élections. Donc, il y a beaucoup de maires qui disent que, en fait, il faut quand même aussi un minimum de 2 mandats pour pouvoir aussi mener des politiques un peu sur le temps long. Première fois qu'ils adhèrent à un parti et qu'ils me disent « Ah, mais Antoine, en fait, avant d'adhérer, je vais me renseigner sur tout le programme. Je vais lire tout le programme, je vais tout lire, je vais tout étudier. » Et du coup, moi, je dis « En fait, tu sais que t'as pas forcément besoin de tout lire. De toute façon, ça va te prendre un temps fou, de tout vérifier, si t'es d'accord, si c'est raison. Enfin, je veux dire, non, lis le manifeste, tu vois la direction, tu vois la vision, tu vois un peu notre organisation interne, notre vie démocratique interne. Donc voilà, t'as des gros enjeux que tu peux un peu valider et ça peut te donner un cadre. Voilà, est-ce que après ce cadre, tout dépend aussi, comme t'as dit, Benjamin, de tes lignes rouges, ça c'est intéressant ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a Antoine. Comment tu vas ? Très bien, et vous ? Super. Très heureux de te recevoir, Antoine. On va faire un super épisode parce que dans quelques jours arrivent les élections municipales. Donc les dates exactes, c'est du 15 au 22 mars. Ouais, premier tour le 15 mars, dimanche 15 mars, et second tour, dimanche 22 mars. Pour mon anniversaire. Oh. Et donc on te reçoit, Antoine, dans ce cadre des élections municipales. Tu vas nous raconter un peu tout ça, mais parce que surtout tu fais campagne. Je suis en campagne, oui. Tête de liste et candidat à la mairie du 5e arrondissement à Paris, avec mon parti politique qui me soutient, avec Equinox. Ok. On verra dans la suite de l'épisode ce que c'est qu'Equinox. On laisse un peu de croustille pour l'instant. On veut savoir qui tu es avant tout. Ça marche. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, quelle étude tu as fait ? Ouais, alors du coup, moi, Antoine Micot, j'ai 27 ans. Donc peut-être un des doyens du podcast, je sais pas. Mais en tout cas, 27 ans, j'ai grandi dans un petit village des Hauts-de-France, donc plutôt dans un territoire rural. J'ai fait ensuite une école d'ingénieur à Lille. Et comme pas mal de personnes, je suis arrivé à Paris pour le boulot. J'ai construit un peu ma vie professionnelle. J'ai travaillé 5 ans dans la transition énergétique. Okay. Et là, ces derniers mois, je me suis lancé à fond dans un projet un petit peu... qui est un projet un petit peu extraordinaire, peut-être pas, mais qui sort de l'ordinaire. Et je suis candidat à la mairie du 5e arrondissement. Ok, génial. C'est stylé, non, franchement, c'est stylé. C'est très très stylé. Parce qu'en plus, du coup, toi, tu nous as dit, t'as été ingénieur, enfin, t'as fait une école d'ingénierie, et après, t'as bossé, du coup, pendant quelques années. Ouais. Et là, virage. Virage, oui et non, parce que, un petit peu dans mon parcours et dans ma construction, j'ai toujours eu un petit peu cet aspect engagement qui était présent. Mon papa était président d'un club de tennis, donc dans mon village de 600 habitants, il y avait un petit club de tennis, vraiment tout petit, avec 20 adhérents au maximum de sa croissance. Et du coup, il allait voir le maire de mon village pour aller discuter de la subvention afin de pouvoir entretenir, nettoyer le terrain de tennis. Et moi, déjà, depuis tout petit, je l'accompagnais lors de ses rendez-vous mairie, sans comprendre ce qui se passait dans ma tête, mais j'avais déjà cette proximité un peu avec le monde soit associatif, le monde politique, en tout cas les enjeux de démocratie un petit peu du quotidien. Okay. Et donc c'est quelque chose dans lequel j'ai plutôt baigné, qui m'a attiré. Et aussi depuis tout petit, j'adore suivre l'actualité, le débat public, les faits de société.
J'adorais écouter le journal de 20h, regarder les informations, genre à 10-12 ans, truc un peu bizarre. Ah non, j'étais pareil, je kiffais ça. En vrai, c'était chouette. En vrai, j'adorais. T'as des mecs qui sont pareils là. Ok, donc ça va. Le 20h, c'était génial. Mais oui, le vraiment, 20h. Et moi, quand je discute avec des gens qui ont un peu les mêmes rêves du 20h, genre les petites chroniques, je me dis, mais c'est incroyable. Donc, il y en a pas beaucoup, donc trop cool. Et mes frères me disaient, mais pourquoi tu veux regarder les informations T'as 12 ans, oui, t'as 12 ans, on regarde pas ça, tu Ça vois. te sert à quoi, là? Tu vas faire quoi? Tu vas débattre à l'école? Exactement. Donc toujours un petit peu cette fibre-là qui était présente. Ouais. Et ensuite, en fait, je savais pas trop quoi faire comme étude. Et j'étais plutôt bon élève, du coup, je me suis dit, bon, allez, ingénieur, je pourrais un peu tout faire après. Donc j'ai fait une école d'ingénieur sans être... Enfin, je me considère un peu comme un ingénieur raté, parce que je suis le moins technique des ingénieurs. Pourquoi? Parce que tout ce qui est, je sais pas, les couples de serrage, dimensionnement, tu vois, les trucs assez techniques, c'est des trucs qui me... vraiment qui m'effraient. Et je m'en suis sorti quand même. Parce que c'est quand même général au début, enfin, ouais, les écoles d'ingénierie. Enfin, moi, je voulais faire ça à la base. Je vais pas être chat, mais Covid. Ouais. Mais ouais, c'est quand même assez général au début, donc tu vois un peu de tout, etc. Et ça, c'est marrant parce que, comme tu disais, enfin, t'as été assez passionné politique au début, mais t'as choisi l'ingénierie parce que ça t'ouvrait plein de portes, c'est ça? Oui, et je pense aussi l'histoire familiale, c'est que mes parents étaient pas du tout politisés. Ouais. Et ça ne faisait pas sens pour eux de faire des études de sciences politiques, ou plus dans les sciences sociales, on va dire. Et pour eux, c'était plus une consécration de faire une école d'ingénieur dans la réussite de leur fils que de faire des études de politique, ouais. Ok, mais t'as pas de frères et sœurs? J'ai 2 frères, aînés d'une fratrie, Okay. donc 2 petits frères. Un qui a aussi fait une école d'ingénieur. Mon père a fait une école d'ingénieur, donc ça peut être aussi un peu un... Voilà, on suit un petit peu Une succession, une succession pardon, un peu naturelle. Ok. Et après, j'ai un autre frère qui est plutôt artiste, lui qui a pris une voie un petit peu parallèle. Il en faut toujours un. Il en faut toujours un. Je suis le cas. Voilà. Tous en école de co, et moi, j'ai fait ça. Un podcast. Voilà. Non, un podcast, voilà. J'espère que vous allez bien. Ok. Qu'est-ce que je... Putain, excuse-moi, j'avais une question. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vas y arriver. Ouais, vas-y. Putain, je l'avais... Prends ton temps. Si tu veux, je peux combler. Comment ça va, les petits loulous? Non, bah écoute, ça me reviendra plus tard. Okay. Ça me reviendra plus tard. Où est-ce qu'on en était? Putain, du coup on était sur mon histoire. Ah bah voilà, écoute. Donc, ouais, école d'ingénieur, donc diplômé d'école d'ingénieur. Et ensuite, je suis arrivé sur Paris pour mon premier emploi, où j'ai travaillé pendant 5 ans dans la transition énergétique. Donc, Okay. en gros, je baroudais un petit peu en France. J'allais voir des mairies de petites communes principalement, donc dans la commune dans laquelle j'ai grandi, un type de commune dans laquelle j'ai grandi, et je développais avec eux des projets éoliens et des projets photovoltaïques. Ok, incroyable. Donc j'ai eu aussi ce contact-là avec les élus de proximité, les élus locaux. Pas vraiment le monde politique au sens politique-politicienne, parce que dans le taille des communes, donc j'allais vraiment dans des communes de 100 habitants à, on va dire, 1500 habitants. Donc il n'y a pas encore cette guerre idéologique, ces guerres d'étiquette présentes, mais il y a un goût pour le sens de l'action publique qui est extrêmement présent dans ce type de commune-là. Donc j'étais aussi en lien avec ces acteurs-là. Et du coup, donc tu fais 5 ans à Paris avec ça. Et quel est l'élément déclencheur qui te fait le lundi matin te dire en fait non, je reviendrai plus et je vais me lancer en politique? Bah en fait, l'élément déclencheur, ça arrivait aussi progressivement. Donc il y a eu un peu mon histoire avec ce contact-là avec la démocratie locale. Mon boulot où en fait, j'adorais aller discuter avec des élus, comprendre dans leur commune comment ils fonctionnaient, comment ils faisaient avancer leur commune. Et moi, à la fin, le côté... mon taf m'embêtait un petit peu. Je commençais à m'ennuyer, je commençais à avoir fait le tour. Et il y a eu l'opportunité des élections municipales qui arrivaient. Ok. Donc ça a 2020, été... Du coup, les élections de 2026... donc il y a eu les élections de 2006 qui arrivaient. Et moi, au bout de 4 ans de poste, voilà, je commençais à avoir fait le tour de mes missions. Et je me suis dit, écoute, t'es engagé chez Equinox. Donc je commençais mon engagement chez Equinox. J'ai plein de choses à faire valoir, ce que j'ai envie. J'ai envie d'apporter plein de choses à l'action publique, à l'action politique. Il y a les élections municipales qui arrivent. C'est quand même les élections les plus locales où on a quand même, en tant qu'habitant d'un arrondissement, en tant qu'habitant d'une ville, on a une certaine légitimité à participer à ces élections-là. Je dis, écoute, c'est le grand moment pour se lancer, c'est le bon moment.
Et c'est de là qu'est partie mon idée d'être maire du 5e arrondissement. Ok. Et est-ce que quelqu'un t'a... Est-ce que t'as pas été... J'imagine que t'as eu des discussions avec tes proches, t'as eu avec des amis, etc. Est-ce qu'ils t'ont poussé à le faire, ou est-ce qu'ils t'ont plutôt dit là, tu vas quitter ton job, tu vas perdre tous tes revenus pour un parti politique qui est pas très connu encore, tu vois. Tu fais quoi, Antoine? Ouais. Bah, ça a été la principale réaction, notamment plus sur le cercle familial, où nos parents ont quand même une sensibilité, je pense, enfin je sais pas vous, mais en tout cas les miens, à une sorte de garantie de l'emploi, la sécurité de l'emploi, faut pas quitter son job du jour au lendemain, faut pas changer de job, se réorienter, des choses comme ça. Donc cette inquiétude-là, mes parents l'avaient. Ils se demandaient concrètement ce que j'allais faire, donc au début ça a été extrêmement bizarre. Je parle même pas de mes grands-parents qui ont encore plus de mal à saisir ce que je fais. Et en plus c'est pas pour être tiktoker ou pour être influenceur, c'est quand même pour être élu, tu vois. Non, clairement pas. Donc le cercle familial, il y a une forte incompréhension, je pense, au début. Et en fait, au fur et à mesure que ça s'est aussi concrétisé, matérialisé, donc en fait, oui, je publiais des petites vidéos sur mon compte Instagram, on a eu des mesures programmatiques qui sont sorties, on a fait des événements, etc. En fait, ça devenait vraiment concret. Donc ça a permis aussi de les rassurer en disant, bah oui, en fait, fais vraiment quelque chose de ces journées. C'était la première question de ma mère, hein, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais de tes journées quand tu te lances en politique ? Bon, bonne question. Finalement. Bonne question. Donc, en fait, il y a aussi vraiment une incompréhension de ces enjeux-là. C'est un monde qui est pas très connu. C'est beaucoup de clichés. Et aujourd'hui, moi, j'essaye aussi un petit peu de pouvoir raconter les coulisses de comment ça se passe, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ouais, pour en arriver là où tu es déjà aujourd'hui, parce que honnêtement, justement, ça, on va revenir plus tard, mais c'est vrai que comment tu deviens élu, comment tu rentres dans un parti, comment tu peux évoluer dans un parti, c'est des questions qu'on va se poser juste après. Mais là, pour l'instant, on voulait savoir aussi, on a une petite anecdote, mais la présidente de ton parti, donc Equinox, a 23 ans. Ouais. Ce qui est incroyable. Et donc, j'ai une petite question à te poser à propos de ça. C'est que penses-tu des gens qui vont te dire, par exemple, toi à 27 ans, ou alors ta présidente à 23 ans, la légitimité politique que tu peux avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les gens te considèrent comme trop jeune? Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est bien vu? C'est quoi l'âge idéal pour faire de la politique? En fait, pour moi, il y a vraiment un point de bascule où, moi, personnellement, j'en ai marre des vieux qui sont en politique. Et si à un moment, il faut faire le shift, il faut que des jeunes puissent s'engager. Et moi, c'est clairement ce que je me suis dit. Et je me sens ultra légitime à pouvoir le faire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde politique ne tourne pas forcément rond. Il y a plein de choses à améliorer. Et en fait, un vent de fraîcheur en politique ferait du bien à la société. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Donc on regarde pas notre carte d'identité, on regarde pas notre âge, notre date de naissance, mais plutôt ce qu'on apporte, nos compétences, notre expérience aussi, et en fait ce qu'on a envie de faire par la suite. Pour moi, c'est ce qui est primordial. Ok. C'est une super réponse. ça me va complètement. Ouais, puis moi je sais pas. Donc j'ai fait quand même 5 ans d'entreprise. En fait, quand je vois des élus, ça fait 40 ans qu'ils sont dans ce monde-là, etc. Je sais pas, à la fin, tu dois en avoir marre, c'est pas possible. C'est-à-dire que, en fait, ou alors la place est trop bonne pour que tu la laisses. C'est ça, ouais. Au bout d'un moment, il faut devoir stop, j'arrête, faut renouveler. Il y a toute la jeunesse qu'on représente finalement, qui a envie d'apporter quelque chose là, et à un moment, en fait, faut aussi savoir laisser. Et est-ce que tu penses qu'en tant que jeune, tu peux représenter des gens de la génération d'au-dessus, même d'encore au-dessus, tu vois, parce que eux vont se dire, en fait, il n'a pas pu vivre ce que j'ai vécu dans ma vie. Donc, par exemple, on a reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir d'enfants, tu vois, et du coup, de ne pas avoir ce recul de parents dans le traitement de la... Comment dire, dans ses choix politiques. Forcément, si tu n'as pas d'enfant, t'as moins cette fibre qui peut te toucher, tu vois. Donc c'est aussi ce qu'on peut reprocher à un jeune, de pas, je sais pas, avoir été dans sa vie au chômage, avoir eu des grosses difficultés, etc., perdre tu vois, plein de trucs que tu vis quand t'es plus vieux, quoi. Je comprends, mais en même temps, à aucun moment on peut avoir coché toutes les cases d'un parcours de vie. Pour moi aussi, ce qui est important dans l'image de la politique que je me fais, c'est on peut pas avoir réponse sur tout, et il faut savoir s'appuyer sur des gens qui ont les compétences sur d'autres sujets.
typiquement, moi, j'ai pas d'enfant. Donc, peut-être, oui, je manque de légitimité. Par contre, dans ma liste, dans mon équipe, il y a des gens qui ont des enfants, qui ont fait des demandes pour avoir des places dans des crèches, qui emmènent leurs enfants dans les écoles. En fait, le but, c'est pas de savoir, oui, j'ai la bonne réponse sur ça. C'est, en fait, mon équipe, elle est construite pour répondre aux attentes du panel le plus large possible de la population. Donc, faut pas avoir... je déteste l'esprit de l'homme politique providentiel qui répond à tout, sur tout. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des sujets en fait, je maîtrise pas, et c'est OK. J'ai aucun... Enfin, ça m'embête pas du tout de le dire. Mais par contre, moi aussi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'appuie sur tout un tas de personnes qui ont des compétences sur plein de sujets pour, en fait, pouvoir faire avancer une commune. Ouais, mais ça se voit complètement aussi. Effectivement, quand t'es dans un parti, t'es en nombre, t'es en groupe. Donc effectivement, compter que sur son individualisme, c'est pas une bonne idée. et c'est peut-être aussi un des défauts aussi de la politique actuelle où, en fait, peut-être que c'est trop personnifié sur une personne qui a la réponse finale à tout. Et... Ouais, c'est ça. Ça, c'est le modèle français. Après, ouais, ça, c'est des longues discussions de comment est-ce qu'on s'organise en société. Quand tu regardes d'autres modèles, t'as le modèle suisse par exemple, où il y a beaucoup moins cet aspect d'incarnation, oui. Mais parce qu'ils n'ont pas aussi l'histoire qui va avec. Nous, on a une histoire qui porte l'imaginaire collectif français, tu vois, et donc forcément, on n'est pas tous organisés de la même manière. Mais ouais, il y a ce sujet de l'incarnation, on en parlera tout à l'heure, parce que je pense qu'on a des bonnes questions à poser. En tout cas sur cet aspect de quand tu es obligé d'incarner quand tu fais de la politique, en tout cas en France. Donc, et puis même, là on revient un petit peu sur ton côté perso, sur ton arrivée en politique. Ouais. Donc comme tu l'as dit, c'est quand même assez récent, c'est ça? Ça fait quoi du coup, à peu près 1 an? Ça fait 1 an que je bosse sur le projet des municipales, que je mature ce projet-là, qui est passé par différents stades. Et ça fait 2 ans que je suis chez Equinox, où je suis, on va dire, un peu plus politisé. Okay. Et je vois un petit peu comment un parti politique peut fonctionner de l'intérieur. J'étais militant pendant les européennes, donc j'ai une petite expérience d'une campagne aussi. Ok. Ah oui, ouais, donc quand même, t'as expérimenté. Et t'as quitté ton taf quand? J'ai quitté mon taf en juillet 2025. Ok. Ah oui, donc là, ça va bientôt faire 1 année où... Ça va faire 6 mois là que je suis à temps plein sur les municipales. Et ça fait quand même 9 mois que le projet se développe, se construit et s'ancre à Paris. Et c'est... Pardon. Non, vas-y. Oui, tu peux, t'as le droit. Et c'était impossible de faire les deux en même temps? Ton taf et la politique. Alors, c'est assez marrant, mais c'est un des apprentissages que je vois là pendant une campagne électorale. La ressource ultra importante, c'est d'avoir du temps. C'est d'avoir du temps parce qu'en fait, il faut aller convaincre des gens dans la rue, il faut aller prendre des cafés avec des assos, il faut aller discuter, il faut aller échanger pour parler et faire diffuser ses idées, son projet. Et ça, si t'as pas de temps, en fait, c'est mort. Donc, c'était pas impossible, c'est juste j'aurais pas mis toutes les chances de mon côté pour réussir. Et je suis quand même quelqu'un qui, quand une petite idée germe, quand une idée germe dans ma tête, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et il y avait un concours de circonstances qui me laissait la possibilité de m'investir à fond, donc j'ai décidé de m'investir à fond et de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir ce projet. Ok, c'est complètement valable. Ça se vaut complètement. Et Vas-y. Non, vas-y. Non, mais t'avais des questions. Bon, vas-y. alors. je vais poser à vous battez pas. Trop de questions. Toi, du coup, comment ça s'est passé le switch, en fait, entre, du coup, t'as ton CDI tranquille, et le moment où même ton parti, tu vois, te considère comme, vraiment... là, tu vois, tu te présentes en tant que candidat, donc j'imagine que tu as eu plusieurs étapes avant d'arriver jusqu'ici. Ça s'est passé comment, en fait? Côté Equinox, moi, je suis arrivé, du coup, en simple militant au sein de mon parti, donc j'ai milité pendant les européennes, je suis allé tracter, etc. Par la suite, j'ai été co-responsable d'Equinox Paris, donc de l'antenne locale d'Equinox à Paris, j'en ai été le co-responsable. Donc petit à petit, ça s'est fait comme ça, donc j'étais un petit peu le porte-parole ou le porte-voix d'Equinox à Paris. Donc ça s'est fait progressivement, mon investissement chez Equinox. Ouais. Donc on a organisé avec le groupe local beaucoup d'événements, d'actions, de rencontres, où moi j'ai pu aussi prendre la température au sein des militants d'Equinox en fait, de plus en plus de gens venaient à nos événements, étaient contents de ce qu'on proposait, le mouvement en fait grandissait. Et d'un autre côté, moi à mon boulot, il y a eu l'arrivée d'un nouveau directeur avec lequel j'étais pas forcément en accord.
Et en fait, ça a été vraiment ce point de bascule-là où la balance a penché de l'autre côté, quoi. Ouais, tu t'es dit, ça y est. Et tu dis, ça y est, en fait, il y a les élections municipales qui arrivent, on a commencé à construire une dynamique avec le groupe local. Moi, j'ai envie de aussi être une personne clé de ces élections municipales-là en portant ma candidature. Bah, il faut que je saute dans le grand bain, quoi. Ouais. Ça se comprend. Ça s'est fait comme ça. Donc, finalement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça fait quand même petit à petit où, chez Equinox, j'ai pris le temps de connaître le parti, les instances, le fonctionnement, pour ensuite être plutôt sûr de moi, avoir vraiment eu le temps de la réflexion, et c'est un choix mûrement réfléchi de pouvoir organiser sa vie, mettre sa vie entre parenthèses pour se lancer dans les élections municipales. Alors j'ai une question du coup, parce que évidemment, le fait de mettre sa vie en parenthèse, c'est pas tout le monde peut le faire, c'est entre guillemets quand même un privilège. Quel regard toi t'as sur le fait de pouvoir mettre sa vie en pause pour la politique? Comment tu fais du coup vu que t'as plus de rémunération pour vivre, tu vois? En fait, je sais que c'est un énorme privilège. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, je suis en gros un homme blanc CSP+, qui a pu avoir un certain niveau de vie pendant 5 ans et qui me permet aujourd'hui de pouvoir vraiment m'impliquer totalement dans ce projet-là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et clairement, quand on dit qu'aujourd'hui, les classes populaires sont pas ou sous-représentées en politique, bah, y a aussi cette question-là, parce qu'en fait, pour pouvoir s'engager, il faut avoir un minimum de confort de vie pour pouvoir le faire, pour un moment switcher un petit peu et pas avoir uniquement en tête la fin du mois, mais pouvoir à échelle 6 mois monter son projet, ses idées, etc. Donc c'est un énorme privilège que j'ai, ça j'en suis conscient. Et en fait, c'est aussi une de mes envies de vouloir faire changer un petit peu ce modèle-là pour laisser ouvrir en tout cas des portes à ceux qui aujourd'hui en fait sont cloisonnés dans un système d'emploi pour remplir son frigo à la fin du mois, malheureusement, et avoir juste ce souci-là en tête qui arrive tous les mois, payer ses factures, remplir son frigo. Et moi aujourd'hui j'ai la chance de pas avoir ça. Et bah, en fait, j'ai aussi envie de donner cette chance-là à d'autres personnes. Et à titre perso, est-ce que tu t'es mis une deadline qui te dit genre, si je fais 2 ans d'engagement et que ça fonctionne pas du tout, et que j'avance pas, que je galère pas, tu retournes dans la vie pro? Est-ce que tu as une deadline comme ça dans ta tête? Bah, c'est les élections municipales, et quand même un des... Donc après, il y aurait, si on suit le calendrier électoral, 2026, élections municipales, et après, en fait, les regards vont être dirigés vers l'élection présidentielle, qui est une autre élection qui est pas du tout à l'ordre du jour. Et... Ah bon? Antoine Président? Antoine Président, Antoine Nico Président. Step by step, ouais. Donc je sais que moi, après les municipales, ce sera l'occasion de recommencer un nouveau projet pro. Okay. Et c'est extrêmement aussi important pour moi d'avoir toujours un pied. Je continuerai mon engagement politique d'une façon ou d'une autre, je sais pas encore laquelle, mais j'ai encore beaucoup à apprendre dans le monde actif. 5 ans, c'est rien aujourd'hui dans le monde actif, et j'ai encore envie d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir puiser là-dedans et l'amener en politique, et voilà, pouvoir s'en servir, se baser dessus pour pouvoir faire avancer les choses. Avoir des connaissances personnelles pour les mettre à l'utilité de tout le monde, quoi. Ça, non, mais ça se comprend complètement. Il y a des connaissances, en termes de connaissances vraiment dures, mais il y a aussi tout un tas d'organisation, de savoir, en fait, avec des personnes, à tel moment, tu peux avoir ce type de conflit. En fait, d'avoir aussi des expériences où tu as eu en entreprise ou en association, avoir la possibilité de résoudre ce type de conflit-là, avoir des discussions sur certains sujets, bah, ça peut que me faire grandir, et ça peut aussi faire grandir mon engagement politique. Et aujourd'hui, les politiques, pour moi, sont trop déconnectés de la réalité quotidienne, de la réalité de tous les jours. Et le fait d'avoir toujours un pied dans le monde actif, je veux m'assurer aussi de pouvoir être toujours connecté au réel, quoi. Ok, donc tu as quand même cette volonté, même si tu es demain élu, de reprendre un projet pro à côté. Si demain je suis maire d'arrondissement, c'est un engagement qui est extrêmement prenant, donc je pourrais pas avoir un emploi à temps plein en tant qu'ingénieur. Ouais. Par contre, je pourrais avoir un mi-temps, ou alors donner aussi des cours. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, où j'ai redonné des cours sur la transition énergétique en école d'ingé, là où j'étais. Donc je pourrais aussi continuer à développer ça, où on a un emploi du temps un peu plus malléable. Ok. Et d'après toi, quelles compétences ou / connaissances il faut pour faire de la politique? Est-ce que toi, t'es arrivé dans un en fait,
Bon, nous, on s'est rencontrés dans Ouais. on en parlera, je pense. On n'en a pas parlé, ouais. Ouais. C'est vrai. Et donc, c'est un monde un peu opaque, avec des typologies de gens liés au cadre. Forcément, voilà, t'as des gens particuliers. Il faut apprendre à parler leur langage. Il y a tout un vocabulaire, etc. Et surtout, il y a tout un fonctionnement. Donc, d'après toi, quelles compétences il faut pour faire de la politique? Bah, en fait, j'ai l'impression, moi, mon expérience d'arriver avec de l'insouciance, ça m'a énormément servi et ça déstabilisait aussi un petit peu le carcan politique un peu Ouais. actuel. Ouais. Donc plein de fois, quand en fait, on discutait avec d'autres partenaires politiques, moi j'y allais en fait de façon honnête, je discutais de façon honnête de nous ce qu'on avait envie de faire, etc. Et en fait, ça ne rentrait pas dans leur logiciel. Et de pouvoir garder cette insouciance, cette honnêteté, en fait, c'est assez déroutant pour les autres. Et ça permet aussi de garder de l'authenticité quand on discute avec les gens sur les marchés, dans la rue. Donc moi j'ai envie de dire, en fait venez un peu avec ce qui vous représente, ce qui vous anime, et forcément ça sera pour moi plus impactant que de venir un petit peu tout beau tout propre avec un joli vernis, et en fait ça va pas toucher les gens et ça va pas marcher. Ouais. Donc voilà, après oui il y a des sujets quand même qui sont importants, faut aimer discuter avec les gens, faut savoir aussi être à l'aise dans la prise de parole publique, aussi un petit peu de médias, la caméra, etc. C'est pas un exercice qui est facile, mais ce que beaucoup de gens disent, et ce que je dis aussi, c'est que ça se travaille. Et du coup on l'a vu dans notre formation à Benjamin, mais ça se travaille, et en fait les personnes qui sont engagées en politique passent beaucoup de temps à travailler leur image extérieure, et moins le programme. Oui. Sans citer personne. Non, mais ça, c'est tout le monde. Hein. Et ça serait pas plus qu'une personne qu'une autre. Mais voilà, l'image qu'on renvoie est extrêmement important. Et c'est un petit peu aussi dommage, hein, parce qu'on est rentré trop dans une politique un petit peu de gueule, plutôt qu'une politique vraiment de fond et de programme. Et on en reparlera, lié au mode de communication, etc., évidemment. Mais tout à l'heure, tu as parlé un petit peu d'avenir. Et justement, je voulais voir un petit peu toi, ce que tu voulais faire dans les prochaines années, prochaines décennies même, que ce soit justement à titre perso ou justement à titre politique. Toi, ce serait quoi ton but final, en fait, dans tout ça? Moi, mon dream politique, Ouais. c'est d'être élu maire d'un petit village de 600 habitants. Oh. Donc ça, c'est vraiment mon... Ce serait vraiment une quête un petit peu que je pourrais avoir tout au long de mon engagement. C'est quelque chose que j'ai déjà dit beaucoup de fois à mes potes en école d'ingé, en disant que moi vraiment être maire d'une commune, pouvoir représenter des habitants que je connais, avec qui j'ai eu un contact, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je sais pas quand ça sera, où, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai en fil rouge. Okay. Et ensuite, là, mon engagement à plus court terme, c'est de pouvoir réussir à faire bouger les lignes, à montrer qu'une autre façon de faire est possible, que des personnes, comme on a dit, qui cochent pas toutes les cases, peuvent s'engager en politique. Et du coup, qu'est-ce que tu penses On reproche souvent aux hommes politiques de premier plan, tu vois, de mettre en avant leurs ambitions. Enfin, en tout cas, pas de les mettre en avant, mais du moins, tu vois vraiment les grosses ficelles de leurs ambitions. On peut penser à Rachida Dati qui va au gouvernement et qui derrière fait les municipales, tu vois. Enfin, il y a quand même une certaine volonté de... Tu vois son chemin, tu vois que c'est une stratégie claire. Je vais passer par tel poste pour ensuite aller à celui que je vise. Donc, qu'est-ce que tu penses du paradoxe entre les ambitions personnelles qui te poussent de carrière à aller vers tel poste et le fait que en fait, tu représentes les gens et que les gens t'ont élu pour un programme, que tu es censé servir ces gens et pas servir ton projet de carrière personnelle, tu vois. Ouais, bah ça c'est une grosse question. C'est une grosse question et c'est aussi une des raisons pourquoi moi je me retrouvais pas dans la politique, dans l'offre politique actuelle. Ouais. La carrière, c'est malheureusement quelque chose qui guide plus les égos que vraiment le sens de l'action publique et le sens de faire avancer les choses. Par exemple, moi je trouve ça quand même assez abusé. Le cumul des mandats, le fait d'être sur tous les fronts. Donc le cumul des mandats, c'est de pouvoir être maire et en même temps député. François Bayrou, quand il était Premier ministre, et qu'il faisait ses allers-retours en jet privé pour aller à Pau, parce qu'il était aussi maire d'une ville, donc la ville de Pau, dans le sud-ouest.
je trouvais ça complètement déconnecté de la réalité. Je veux dire, à un moment, c'est pas possible de gérer le gouvernement de la France et de gérer une ville comme Pau, qui est une grande ville. Donc, il y a vraiment des sujets. Et pour moi, clairement, c'est se foutre de la gueule des Palois et des Paloises, quoi. Ou alors des Français et des Françaises, je sais pas, mais bon. À voir. Chacun prend comme il veut. Ok, non, mais c'est complètement juste. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, une petite question aussi pour savoir. Donc toi, là, tu nous as dit que tu venais des Hauts-de-France, une petite commune. Aujourd'hui, tu habites dans le 12e, c'est ça? Ouais, j'habite dans le 12e arrondissement. Et donc, là, tu candidates pour la mairie du 5e. Exactement. Je suis... Pourquoi? Non, mais c'est une très bonne question. Donc, je suis le parachuté de 15 minutes en vélo du 12e au 5e. Voilà. Non, mais alors pourquoi? Donc le 5e arrondissement, c'est un arrondissement où Equinox a un ancrage territorial assez fort. On était présent, on a fait des bons scores aux européennes. Aux législatives en 2024, on avait une candidate. Donc on est déjà connu localement. Okay. Ensuite, on a une équipe chez Equinox qui est extrêmement active dans le 5e arrondissement. Donc on a du monde pour faire vivre Equinox dans le 5e. Donc ça, c'était aussi un élément déterminant. Et ensuite, moi, le 5e, personnellement, c'est un arrondissement où je me sens extrêmement bien. C'est un arrondissement un peu à la croisée des mondes, entre la vie étudiante, la vie de famille. Il y a aussi pas mal de seniors qui passent leur retraite paisiblement. Et en fait, d'être un peu dans ce rôle clé de un petit peu facilitateur, où on a plein d'enjeux différents entre, bien sûr, les enjeux du monde étudiant vis-à-vis les enjeux des seniors, c'est complètement différent. Et d'être un peu vraiment à ce carrefour-là, c'est quelque chose pour moi qui peut être extrêmement enrichissant. Et c'est là où j'ai envie de donner de l'énergie. Ok, très clair. Et peut-être juste aussi un élément technique. Donc la ville de Paris est divisée en arrondissements. Bon, désolé, j'enfonce une porte ouverte. Mais il est possible d'habiter dans un arrondissement et de siéger au conseil municipal dans un autre arrondissement. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu candidates dans une mairie Exactement. autre part en France. C'est une particularité du mode de scrutin à Paris, où on peut habiter le 19e et se présenter dans le 13e. Et aujourd'hui, pour commencer à côtoyer quelques élus du monde politique, il y a énormément d'élus et des maires d'arrondissement qui n'habitent pas dans leur arrondissement. Voilà. Okay. Qui sont au chaud dans le 8e et dans le 16e, et ils administrent. Oui, voilà, grosso modo. On n'en a pas plus. Non, mais bon, voilà, c'est la règle qui est comme ça, et ça montre aussi qu'en fait, ça laisse la place à pouvoir replacer ses amis un petit peu partout dans Paris. Donc, les petits placements de pions et le petit placement de ses copains-copines, ça permet aussi de l'ouvrir un peu plus, quoi. Ouais. Et toi, tu penses qu'il faudrait habiter dans l'arrondissement pour l'administrer? Moi, je pense pas. Alors, à Paris, il y a quand même des enjeux qui sont assez similaires et transverses dans chaque arrondissement. Donc, que tu habites le 12 ou que tu habites le 11e arrondissement, il y a quand même des enjeux, des problématiques qui sont communes. Et je trouve aussi le fait de ne pas habiter dans l'arrondissement là où on réside, ça, en tout cas moi, c'est ce que ça m'a donné. J'ai beaucoup plus bossé mes sujets localement, parce qu'en fait, je suis peut-être pas ultra légitime parce que j'habite pas là, mais non, mais en fait, les dossiers, ça se travaille, c'est comme tout se travaille. Et moi, ça m'a donné en tout cas plus de responsabilité à travailler les dossiers locaux. Ok. Ouais, t'as un autre rapport au dossier, quoi. Ouais. Il y a un autre rapport. Et en plus, t'as un peu le truc de quand même, tu bouges un peu pour aller au boulot, quoi. T'as un peu le truc de... C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Ça prend le Vélib. Écoute, moi j'enchaîne avec une petite question. Ouais. Donc dans la politique, on sait que du coup, c'est un peu large. Il y a tu peux avoir plein de fonctions dans la politique. Ouais. Là, je parle notamment des municipales, donc dans une mairie, etc. Donc tu peux avoir le choix de travailler dans une mairie, dans un cabinet, dans le cabinet, etc. Et de pas être forcément exposé à la pression médiatique, à tout ça, et tout. Alors pourquoi le choix d'être élu et pas, par exemple, juste bosser dans une mairie et donc chef de cabinet. Ouais, chef de cabinet. Parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime discuter avec les gens et être vraiment en frontal avec les problématiques. Et j'ai pas envie de me cacher un petit peu derrière une personne ou d'être un peu plus dans les rouages. Mais c'est extrêmement important aussi d'être dans les rouages.
Mais voilà, le contact humain fait que j'ai envie d'aller discuter avec les gens et j'ai envie d'aller résoudre leurs problèmes. Donc, petit syndrome du sauveur. Petit syndrome du sauveur, ouais, peut-être. Peut-être. En tout cas, mais ça, c'est peut-être aussi encore plus profond, où il y a une part aussi d'ego, de vouloir... parce qu'il y a clairement ça aussi en politique, hein, de vouloir être un petit peu la tête d'affiche, la personne qui, oui, le syndrome du sauveur. Peut-être inconsciemment, c'est aussi présent. Bah, c'est déjà... Après, je pense que c'est limite impossible de pas l'avoir. Enfin, de cette manière, c'est que c'est réaliste. Mais même, tu vois, même nous, dans cet exercice de podcast, on se met en avant, etc. Évidemment qu'il y a de l'ego qui parle, sinon ça n'a pas de sens. Plusieurs fois, on s'est questionné, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on filme et tout, tu vois, pourquoi est-ce qu'on enregistre et tout. Pourquoi faire? Mais c'est vrai, il y a une question. Ouais, non, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête, de l'avoir conscientisé, de savoir que c'est là, et qu'il y a aussi d'autres raisons qui agrémentent ce choix de l'engagement. Ouais. En tout cas, c'est déjà cool de l'avoir conscientisé, je trouve. Ouais. Et d'être à l'aise avec, en fait, justement, et de pouvoir en parler en toute transparence. Et surtout, en plus, de voir quand tu as des petites crises d'ego et d'essayer de te dire, OK, là pour le coup, il y a une petite croissance, on va essayer de se remettre un peu les pieds sur terre, tu vois. Mais c'est sûr que quand tu penses à des postes de premier plan, là, c'est... T'as pas le choix. C'est d'autant plus flippant que vous et moi, on reste à un niveau extrêmement... au début de l'échelle, de la médiatisation. Mais alors, les gens qui sont en haut de cette médiatisation-là, quelquefois, je me dis, je peux comprendre, vu comment est construit le système, que dans leur tête, c'est complètement flingué, oui. Ah non, mais ça, c'est aussi, pareil, t'es déconnecté de la réalité. Enfin, je sais pas, même nous, tu vois, justement, pour reprendre notre exemple, demain, notre vidéo, elle fait 3 millions de vues. Je pense que ton cerveau, il arrive même pas à calculer le truc, et au fur et à mesure, tu l'intègres, et après, ça part en cacahuète. Mais bon, ça reste un autre débat. Mais c'est vrai que ce qui est important, et c'est ce que t'as dit, c'est aussi de pas voir l'ego ultra péjorativement à chaque fois. Dans tous les cas, tout le monde en a de l'ego. Dans tous les cas, sinon tout le monde est dans la merde. Donc c'est bien, comme tu dis, de l'avoir conscientisé et d'aller de l'avant avec. Tu vois, je trouve que c'est très bien. Et est-ce que tu penses que le fait d'être élu, le fait d'être en premier plan, d'aller vers les gens, etc., au niveau de ton temps, comment est-ce que tu arrives à gérer le fait de devoir te mettre en avant, donc pour que les gens reconnaissent ta tête, etc., machin, et en même temps le fait de devoir bosser à fond sur ton programme. Donc tu l'évoquais tout à l'heure, toi là dans ton taf de tous les jours, c'est quelle partie de ton temps où tu vas vers les gens et où tu bosses sur le fond, tu vois? Faut aussi voir à combien de temps tu es de l'élection. Si on va se dire, là on se place à 15 jours du premier tour, ton programme il est fini. Là, maintenant, il faut aller convaincre des gens sur le terrain, il faut aller serrer des paluches, il faut aller distribuer du tract sur les marchés pour pouvoir convaincre, faire diffuser ton message et récupérer des voix, quoi, tout simplement. Ensuite, si tu te places à échelle, on va dire, à 6 mois, donc c'est-à-dire, là, le 15 mars, c'est le premier tour. En novembre, en fait, on prenait plutôt des cafés avec des associations locales, avec des relais d'influence locale. On faisait des réunions programmatiques sur les sujets de fond. On construisait notre stratégie, on essayait de s'ancrer territorialement dans le 5e arrondissement. Donc tout dépend, tout dépend à l'échelle, à J-, combien de jours on se trouve des élections. Et j'en profite pour rebondir là-dessus, ceux qui nous écoutent, normalement dans votre ville, sauf s'il n'y a qu'une liste, mais même s'il n'y a qu'une liste, normalement ils font ce tour de passage, il y a des réunions publiques où vous pouvez intervenir, poser des questions à vos élus, à ceux qui se présentent, et qui construisent leur programme avec normalement les administrés, donc les habitants, quoi. Ouais. En tout cas, vous pouvez le faire chez vous aussi. Normalement, dans toutes les villes de France, il y a aussi du porte-à-porte, des boîtages qui se fait. Donc, si vous ouvrez votre boîte aux lettres, si vous avez peut-être oublié de l'ouvrir depuis 15 jours, vous devez avoir quelques tracts qui doivent traîner les élections. Il doit y avoir pas mal, genre. Il y a un bon paquet comme ça. Alors, maintenant, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu plus comment fonctionnent les élections municipales. C'est quoi un peu le job de maire? Parce que bon, ça, c'est quand même un peu, entre guillemets, niche. Enfin, je veux dire, surtout à notre âge, on a quand même peu de fois l'occasion d'être plus proche d'un conseil municipal. Enfin, je sais pas si tu as déjà été dans un conseil municipal? Non. Voilà, non. Donc je pense que c'est assez flou, assez opaque de comment ça fonctionne. Et c'est assez important de lorsqu'on va voter, comprendre en fait comment sont prises les décisions. Et surtout, moi j'ai assisté à un truc c'était il y a quelques mois. C'était une réunion, on en parlait tout à l'heure, donc programmatique, où
le candidat appelait aux habitants à venir pour poser des questions, etc. Et en fait, la plupart des questions portaient sur des sujets où le maire n'avait aucun pouvoir. Donc l'idée, ça, là, du coup, dans ce petit moment-là, c'est de comprendre un peu quelles sont ses responsabilités, ses actions, ses pouvoirs, etc., son devoir. Donc, on te lance un petit défi, Antoine. L'idée, c'est qu'en à peu près 1 minute, tu essaies de nous résumer comment fonctionnent les élections municipales, donc là, qui arrivent les 15 et 22 mars prochains, et aussi comprendre rapidement comment fonctionne le conseil municipal. Comme ça, là, en 1 minute, il faut rester juste focus 1 minute pour comprendre comment ça fonctionne, et comme ça, vous allez pouvoir voter avec l'esprit le plus clair. Voilà. Toutes les clés. Toutes les clés. Tout. Il n'y a plus d'excuses maintenant, c'est bon, on a fini. T'es prêt ? Ouais, let's go. Let's go. Donc les élections municipales, c'est une élection qui se déroule à 2 tours. Ok. C'est une élection à la proportionnelle sous forme de liste. Donc les listes qui vont être qualifiées au second tour, c'est des listes qui vont faire plus de 10% lors du premier tour. Ok. Lorsque vous vous retrouvez au second tour, la liste qui arrive en tête obtient une prime majoritaire, ce qu'on appelle un bonus de 50% des sièges. Donc si votre conseil municipal fait 22 personnes, est composé de 22 personnes, la liste qui arrive en tête obtient dès le début 11 sièges. Ok. Ensuite, les sièges restants, donc les 11 sièges suivants, sont répartis à la proportionnelle entre l'ensemble des listes en fonction de leurs résultats. Dont la liste la première. qui est arrivée en tête. C'est-à-dire que la liste qui est arrivée en tête a 50% plus le reste réparti à la proportionnelle. Donc, il y a vraiment un bonus et un avantage énorme d'arriver en tête avec cette prime majoritaire de 50%. Ok. Et le nombre de sièges correspond au nombre d'habitants. Oui. Alors du coup, en fonction de la taille de votre ville, vous allez avoir un conseil municipal qui est plus ou moins grand. Ouais. Donc ça commence pour les plus petites villes, c'est des conseils municipaux aux alentours de 6-7 personnes. Et ensuite, les plus grosses villes, c'est des conseils municipaux de 70 personnes. Très bien, hyper clair. Et les conseils municipaux, ils sont composés d'adjoints, de conseillers municipaux. Comment ça fonctionne ? Du coup, le conseil municipal est composé d'un maire. Et en fait, le maire, petite particularité, on pense qu'on vote directement pour le maire lors des élections municipales, mais en fait, on vote pour une liste. Et c'est lors du premier conseil municipal, après les élections, que l'ensemble des élus vont élire entre eux un maire. Et en fait, avec cette histoire de prime majoritaire, c'est toujours quasiment, je crois que c'est toujours la première personne de la liste arrivée en tête qui est élue, parce qu'il y a la prime majoritaire de 50% plus le reste à la proportionnelle, donc il n'y a jamais de surprise. Voilà, et ensuite, donc il y a le rôle de maire, il y a le rôle ensuite des adjoints. Le maire désigne des adjoints sur différents périmètres de responsabilité. Il y a le rôle aussi de simple, si je puis dire, conseiller municipal. Et ensuite, il y a un rôle aussi de conseiller municipal, mais dans l'opposition. Ça, c'est ceux qui ne sont pas arrivés en tête, qui ont, au vu du mode de scrutin à la proportionnelle, quand même quelques sièges dans le conseil municipal pour représenter le vote des habitants et habitantes. Et après, merci beaucoup déjà, c'était super, c'était très clair. J'espère que ça a éclairé certains, même moi ça a pu m'éclairer. Est-ce que du coup, ensuite j'imagine, donc il y a un conseil municipal, chacun a son siège, chacun représente des idées pour lesquelles il a été élu, et ensuite, en fait, comment ça se passe ? Tu as un conseil municipal qui vient de manière récurrente discuter des thématiques de la ville, et ensuite, ensemble, le conseil vote et fait un arrêté municipal ou fait une mesure de budget pour changer des trucs dans la ville. Exactement. Donc en fait, avant chaque séance du conseil municipal, donc voilà, en grosso modo tous les mois en moyenne, il y a un ordre du jour qui est établi, avec différents points qui sont à l'ordre du jour, les points sur lesquels le conseil municipal va délibérer, sur lesquels il va se prononcer en faveur ou non d'une subvention à une association, des travaux sur telle ou telle rue. Et à la fin du conseil municipal, du coup, des délibérations sont prises pour pouvoir acter ces décisions-là et pouvoir les mettre en application. Petite particularité aussi, en tant qu'habitant ou habitante d'une ville, vous pouvez assister à votre conseil municipal de façon libre. Ah ouais. C'est un droit. C'est-à-dire que vous allez sur le site de la mairie, vous regardez quand est-ce qu'est le prochain conseil municipal, vous voyez que c'est le vendredi soir à 18h30 à la mairie, vous vous rendez à la mairie, il y a la réunion de conseil qui a lieu et il y a des sièges exprès, des chaises exprès pour s'asseoir et assister, écouter ce qui se passe
en conseil municipal. Par contre, vous ne pouvez pas intervenir oralement. Et vous pouvez pas aussi représenter, je crois, par exemple, vous pouvez pas venir avec votre t-shirt de votre parti. À ce moment-là, voilà, voilà, Ça se comprend. Mais en tout cas, vous pouvez venir écouter et assister. Et je crois aussi que la majorité, en tout cas, des villes de taille intermédiaire retransmettent en live sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez aussi voir un peu les historiques. C'est ce que je vais poser comme question. Ce serait intéressant de le poster directement, comme ça les gens peuvent aussi voir de chez eux. C'est le cas, ouais. Et il y a aussi évidemment la possibilité, j'imagine dans la plupart des mairies, en tout cas c'est le cas chez nous, de pouvoir poser des questions. Il y a un temps normalement parfois dans les conseils municipaux où tu peux, t'as des questions des habitants ou des trucs comme ça. Ok. Je sais qu'il y a des élus qui font aussi quelque chose de pas mal, qui font des pré-conseils municipaux, où du coup c'est une réunion un peu, c'est une sorte de réunion publique en amont du conseil municipal, et là les gens peuvent aller directement interpeller leurs élus, etc. Et leur parler. Ouais. Ok. Ah, super intéressant ça. Écoute, merci pour cette petite minute de point. Franchement, c'était super. On n'a pas trop parlé de domaine de compétences aussi des mairies. Ouais. Ça, on va y venir. Je crois qu'on a des questions très spécifiques sur. On a des questions qui vont rentrer dans le truc. Tu veux qu'on passe directement à ça Vas-y, avance sur les questions. Ouais, t'inquiète. Comme tu veux. Non, c'est celle de la suite, non? Ouais. Ok. Donc pour continuer maintenant un petit peu le podcast, alors, question, là c'est un petit peu bête, mais pourquoi les municipales sont si importantes à l'échelle des citoyens? Pourquoi moi, quel avantage j'ai d'aller voter au municipal? Déjà, le maire, c'est la personnalité politique des Français la plus appréciée, dans laquelle ils ont le plus confiance. Aujourd'hui, les maires bénéficient de 60% de la confiance des Français, alors que le Premier ministre, c'est 25%. Donc, c'est l'échelon le plus local, c'est la démocratie de proximité. Donc, les gens ont encore assez confiance, on va dire, par rapport au reste, dans leurs élus locaux. Okay. Et c'est important, ces élections municipales, parce que les mairies ont des périmètres de responsabilité qui touchent le quotidien. C'est-à-dire, quand tu sors en bas de chez toi, et que le trottoir est refait, c'est ta mairie. Qu'il y ait une piste cyclable, qu'il y ait un passage piéton, ils ont fait un nouveau gymnase, une nouvelle piscine, ces équipements de proximité, c'est aussi les compétences de la mairie. Les bibliothèques, les piscines, les subventions à ton club de foot, à l'association locale, c'est aussi la mairie. Donc en fait, voilà, c'est des petites choses que la mairie peut améliorer et peut améliorer durablement votre quotidien. Donc voilà, c'est important d'y réfléchir, de regarder un petit peu ce que proposent les listes dans vos communes. Il y a des sujets aussi de long terme, genre la végétalisation globale de la ville. Enfin, une ville peut changer lorsque elle est d'une couleur politique ou d'une autre, en tout cas d'une mouvance politique ou d'une autre. On a eu, par exemple, les dernières élections municipales. Je crois que c'est les écologistes qui ont eu beaucoup de grosses mairies. On pense à Grenoble, à Lyon, choses comme ça. Et c'est des villes qui, en 6 ans, ont vraiment évolué, surtout d'un point de vue urbanisme, en fait. Tu vois concrètement les différences. D'accord ou pas d'accord, ça c'est votre sujet, mais en tout cas tu vois concrètement l'impact. Clairement, une des grosses compétences, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est quand même l'urbanisme, avec un document qui s'appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est à la main des mairies, et qui permet d'améliorer vraiment le cadre de vie, comme l'a dit Benjamin, sur la végétalisation, sur des voies de circulation, et qui ont vraiment un impact au quotidien qu'on voit tout de suite. Et oui, du coup, en 2020, les écologistes ont raflé pas mal de grandes villes avec la vague verte, je crois qu'il l'avait appelée. Et c'est assez marrant que 6 ans après, beaucoup de ces villes-là se retrouvent un petit peu en position, on va dire, défavorable ou extrêmement serrée. Par rapport typiquement à Lyon, qui est, on va dire, l'exemple le plus flagrant. Mais du coup, Grégory Doucet a été élu en 2020, donc un maire écolo. Et aujourd'hui, il y a Jean-Michel Aulas, qui est arrivé dans la course à la mairie de Paris, l'ancien président du club de foot, que je supporte en plus. Je ne supporte pas Jean-Michel Aulas politiquement, mais en tout cas, je supporte le club de foot. Et ça, Grégory Doucet est en retard de 15 points dans les sondages, mais vraiment... il est parti... donc c'est assez... Et dans les autres villes, type Grenoble, type Paris, Strasbourg, la gauche sociale écologiste est un petit peu en position serrée, on va dire. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans ces grandes villes-là un peu politisées. Et ça va être aussi d'ailleurs un premier indicateur pour les présidentielles d'après.
c'est un tour de chauffe pour les élections présidentielles. Je crois que c'est pas arrivé depuis 50 ans qu'il y ait un enchaînement municipal plus l'année d'après présidentielle, Ok. 1960 et quelques. Ok. Ah ouais. Donc peut-être même plus. Et du coup, c'est assez rare qu'il y ait dans l'agenda politique qu'il y ait cet enchaînement-là. Et c'est vraiment un tour de chauffe où chacun va jauger un petit peu les autres, ses concurrents dans la course à la présidentielle. On peut rien gagner pendant ces élections-là à la présidentielle. Par contre, on peut perdre beaucoup de choses. Typiquement, Édouard Philippe, qui est aussi donc maire du Havre, qui se représente, qui est en position aussi c'est assez serré dans sa ville. S'il n'est pas réélu au Havre, ça va quand même, il peut perdre énormément de choses pour la course à la présidentielle. Ouais, En ça fait, c'est- décrédibilise un petit peu. À la légitimité, t'arrives pas à gagner le Havre, tu veux gagner le pays. C'est un peu chaud. Effectivement, ça peut être un petit peu. Et il le dit lui-même, pour le coup. Ouais, c'est ces mots. Ah bah, Si, ouais, c'est ces Comme mots. quoi, t'as c'est raison. clair. Oui, il le sait. Il le sait. Au moins que la pression. C'est vrai que ça doit être assez dingue. Bah alors, du coup, c'est assez marrant. T'as parlé, là, t'as parlé un petit peu de quelques anecdotes sur les mairies, etc. en France. On a aussi une petite anecdote qu'on a trouvée hier en faisant Paris Sur Paris. Ouais. Donc, t'as dit que depuis 1960, c'est pas arrivé qu'il y ait eu des municipales Ouais. enchaînées. Plus ou moins 5 Ok, ans. on est dans le à peu près, c'est pas Ok. si grave. Mais par contre, on a découvert un truc, c'est que Paris n'avait pas connu de maire pendant. Un siècle. Bah, Est-ce que moi, tu savais ou pas? Je le savais. Je savais pas. Alors, bon, bah, là, du coup, moment histoire. De 1870, on mettra exactement, mais en gros, c'est un siècle. De 1870 à 1977. En gros, il n'y a pas eu de maire comme on les connaît aujourd'hui pendant 106 ans. Donc, du coup, c'est 1871 à 1977. Parce qu'en 1977, du coup, c'est Jacques Chirac qui est devenu maire de Paris, qui a fait 3 mandats Oui. et qui est ensuite devenu président de la République. Mais avant lui, pendant un siècle, il n'y avait pas de maire à proprement dit. Et donc pourquoi ? Parce que donc il y avait autre chose, hein, c'était administré différemment, mais c'était la seule particularité en France, parce que dans les autres villes, il y avait des maires, mais Paris était la seule parce que en 1870, la commune de Paris s'est rebellée contre l'État et s'est auto-administrée pendant 2 mois. Et donc après cet épisode-là, le gouvernement s'est dit plus jamais Paris, il faut faire en sorte que ça soit carré, tu vois, et qu'il n'y ait pas de mouvement de contestation. Et pour ce faire, on enlève la politique à la ville et on administre ça comme une préfecture en fait. Donc tu avais un préfet de police et un administrateur. Et en fait, il y avait un petit conseil municipal élu, mais qui avait aucun pouvoir en fait. Et du coup, il n'y a pas eu de maire pendant 106 ans, quoi. Et Voilà. Voilà, fun fact. Hier, on a bien rigolé en voyant ça. Vous avez bossé votre sujet. On a un peu bossé. Mais ouais, et alors du coup, avec cette fun fact qui me paraît très bien, on en a parlé déjà. Donc toi, tu te présentes pour les municipales du coup des arrondissements de Paris, Oui. enfin du 5e arrondissement. Moi, sincèrement, je me suis jamais trop intéressé, c'est vrai, aux municipales, etc. Mais c'est vrai, alors pourquoi il y a un maire dans chaque arrondissement ? Je sais qu'il y a Paris, Marseille et Lyon. Ouais. Et donc, je te laisse un petit peu nous expliquer tout ça. Bah, j'ai pas la raison exacte, mais c'est quand même sur des villes. Donc ce fonctionnement-là, c'est quand même pour Paris, Lyon, Marseille, donc des villes de taille importante. Et ça permet quand même de pouvoir oui, traiter les enjeux locaux avec une granularité un peu plus fine qu'avec uniquement un conseil de Paris, avec un conseil de municipal à Paris pour 2 millions de personnes. Oui, Bon, effectivement. Voilà, ça permet un petit peu de répartir la charge de travail et de pouvoir un peu passer au peigne fin un peu les arrondissements de manière plus locale. Voilà. Et du coup, ce mode d'organisation, il implique un système électoral, un système de vote pour les élections municipales un petit peu différent. Notamment là, cette année, donc c'est la première fois que les électeurs et les électrices de Paris vont aller voter 2 fois le même jour. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un bulletin pour le maire de Paris et un bulletin pour le maire d'arrondissement. C'est la petite nouveauté, donc ça rebat un petit peu les cartes. Voilà, à voir comment les électeurs, très peu, maintenant ça commence, mais tout doucement à entrer un petit peu dans la tête.
mais il y aura vraiment 2 bulletins avec 2 urnes séparées et 2 élections vraiment en parallèle. Les élections pour le maire de Paris et le conseil de Paris, et les élections pour le maire et le conseil d'arrondissement. Parce qu'avant, c'était les maires d'arrondissement qui élisaient le maire de Paris. Ouais, c'était un système un peu de grands électeurs type À l'américaine. États-Unis, où on ne votait pas directement pour le maire de Paris, mais on votait pour son maire d'arrondissement, Qui votait. et ensuite qui votait pour le maire de Paris. Et du coup, c'est quoi la différence de pouvoir et de responsabilité entre un maire d'arrondissement et le maire du conseil de Paris? Ouais, donc le maire de Paris et son conseil, donc c'est un gros conseil, parce que c'est 163 personnes dans le conseil de Paris, donc c'est assez... Grande c'est salle. quasi... Ouais, grande salle. C'est un hémicycle. Hein. Beaucoup de sièges. Ouais. Beaucoup de sièges. C'est un hémicycle, et c'est aussi les mêmes logiques de pouvoir que l'Assemblée nationale. Voilà. C'est une mini-Assemblée nationale, je trouve, en termes de rapport de force politique, etc. Ok. Donc le conseil de Paris, il a un poids extrêmement important, où il vote les grandes orientations stratégiques de la ville, les budgets, voilà, les grandes politiques publiques. Ensuite, le conseil d'arrondissement, c'est plus une déclinaison de ce qui a été voté au conseil de Paris dans l'arrondissement et de le mettre en application en fonction des enjeux locaux. Malgré ça, le conseil d'arrondissement possède quand même quelques prérogatives qui lui sont propres. La gestion des cantines, la gestion des écoles, les subventions des associations, l'attribution des logements sociaux. Voilà, il y a quelques domaines de compétences qui sont réservés au conseil d'arrondissement. Et typiquement, si vous allez dans le 7e arrondissement, du coup, où Rachida Dati est maire, vous n'allez pas voir le même arrondissement que si vous allez dans un arrondissement écolo, dans le 12e ou dans le 11e. Ah, on peut le voir à l'œil nu. Vous pouvez le voir à l'œil nu, parce que typiquement, dans le 7e, il n'y a pas de piste cyclable, il y a très peu de logements sociaux. Par rapport à d'autres arrondissements de gauche, où il y a beaucoup plus de végétalisation, beaucoup plus de pistes cyclables, un taux de logements sociaux aussi beaucoup plus important. Donc finalement, il y a quand même des différences d'application en fonction de la couleur politique des mairies d'arrondissement. Ok, ah bah c'est marrant. Et donc, la mairie centrale, donc la maire de Paris, elle, par contre, du coup, peut avoir des restrictions et dire au maire d'arrondissement, écoutez, moi, je veux que ce soit comme ça, ce sera comme ça. C'est possible ou c'est pas possible? Et chacun fait un peu comme il veut. Non, il y a quand même... s'il y a des obligations de la ville, après le conseil d'arrondissement se doit quand même de respecter ce qui est... Ouais, c'est ça. Il y a quand même un rapport hiérarchique. Ouais, c'est ça, la mairie centrale est quand même... C'est un peu le boss... Mais il existe... Alors, je les connais pas bien, mais il existe des façons de filouter et de contourner un peu tout ça, parce que bon... ou alors de pas saisir les opportunités, parce que en fait, le conseil de Paris vote aussi pour un budget, par exemple, pour les pistes cyclables, un budget global, et ensuite c'est réparti dans les arrondissements. Et typiquement, les arrondissements qui veulent pas de pistes cyclables, ils viennent pas piocher dans ce budget-là, quoi. Puis voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, Ouais, ok. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant, avec ce système de grands électeurs, dans les mairies d'arrondissement qui étaient à gauche, c'était du coup des maires à gauche qui étaient élus, et du coup, les voix de la droite dans ces arrondissements-là n'étaient pas forcément représentées, parce qu'ils étaient un petit peu bypassés par le maire de gauche. Maintenant, vu que chaque bulletin dans chaque arrondissement aura un poids similaire pour le conseil de Paris, c'est-à-dire que dans un arrondissement plus à gauche, les gens qui vont voter à droite, ça va contribuer directement à ce que y ait des voix supplémentaires cash, quoi. Pour le conseil central, de Paris. Ouais. Donc c'est vraiment des voix directes pour les différentes listes. Ouais. Ah ouais, effectivement. Donc ça change pas mal la logique électorale quand même, les stratégies. Et là, on est dans un paysage politique qui est aussi extrêmement incertain à Paris, avec une grande... en fonction, on part sur en fait 4 listes qui vont être qualifiées au second tour. Ouais. Et en fait, ça va un petit peu... Le paysage est assez nuancé. Voilà. Ouais. Okay. C'est assez intéressant à suivre. Alors là, je sors un petit peu... du cadre de Paris, mais on va très vite y revenir. C'est quoi justement la différence entre un petit maire de commune, donc ton dream politique, un petit maire de commune, tu vois, vraiment 500 habitants, et le maire de Paris? Est-ce qu'ils ont les mêmes responsabilités, le même poids dans l'échiquier politique aujourd'hui? Enfin, c'est quoi la différence entre un petit maire et un gros maire? Ouais. C'est vraiment pour moi 2 choses complètement différentes. Enfin, c'est deux casquettes quand même différentes dans les petites communes. Le maire, ça va être une personne qui va un petit peu tout faire, quoi, qui va s'occuper vraiment des problématiques du quotidien, un conflit de voisinage, une haie qui est mal taillée, il y a un voisin qui râle, en fait, le maire, il va se dire, allez, je vais faire un peu le médiateur,
pour essayer de régler ça. Il va y avoir des sujets du comité des fêtes, on va filer un coup de main pour le 14 juillet. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de fédérateur autour de lui avec ses habitants et extrêmement proche. Aujourd'hui, le maire d'une ville de 500 habitants, il est connu. Tout le monde sait où habite le maire, hein, quoi, quasi, dans la ville de 500 habitants. Vous avez, dans une grosse ville, typiquement un maire d'arrondissement à Paris, très peu de personnes arrivent à sortir le nom de son maire d'arrondissement. De son maire d'arrondissement, parce que bah voilà, c'est quelqu'un qui est un peu noyé dans le 5e, il y a 55 000 habitants. Il y a des arrondissements beaucoup plus gros à Paris, type 15e, avec près de 200 000 habitants. Ouais. Donc voilà, cette proximité est moindre. Par contre, il y a un poids politique un peu plus fort, où les logiques d'étiquette de parti sont aussi beaucoup plus présentes. Donc c'est beaucoup plus politique dans les grandes villes. C'est ça, ouais. Beaucoup plus politique. Et ensuite, tout bonnement, dans les petites communes, les maires sont un peu au dépourvu, dans le sens où ils peuvent s'appuyer sur leur équipe du conseil municipal, plus souvent une secrétaire qui est là une demi-journée ou une journée par semaine pour faire régler les petits dossiers, les demandes de subventions, etc. Gérer vraiment l'administratif d'une mairie. Et vous regardez les équipes des mairies d'arrondissement, vous pouvez compter beaucoup de personnes qui sont au chevet de la mer. Oui, c'est une armée. C'est une armée comparée dans les petites communes, c'est clairement ça. Donc ça change aussi pas mal le rôle, et c'est pour ça que dans les petites communes, le maire, il fait un peu tout, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a aussi une proximité qui est impossible à avoir étant donné dans les grandes villes. Non, c'est pas une critique vis-à-vis de ça, c'est juste un constat. Oui, non, mais moi, ce que je dis, c'est vraiment, si t'as 600 habitants ou 2 millions, c'est pas pareil en termes de proximité, etc. Et effectivement, sur l'échiquier politique, du coup, ça balance un petit peu. Par contre, un truc sur lequel ils sont égaux, c'est pour les signatures, les 500 signatures, si tu veux faire campagne, c'est le même poids, non ? Je crois. Ouais. C'est le même poids. Donc pour les présidentielles, pour pouvoir se présenter au premier tour des élections présidentielles, il faut récolter 500 parrainages. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le maire parraine la candidature pour ces élections, votre candidature pour les une candidature pour les élections présidentielles. Donc aujourd'hui, le seuil est à 500 signatures pour pouvoir avoir le droit de se présenter au premier tour des élections présidentielles. Et sachant qu'il y a 35 000 communes en France. Ouais. Donc voilà, donc il y a beaucoup de maires sont sollicités pour avoir des parrainages. Quelquefois ils en ont un peu ras-le-bol. Bon, j'imagine bien que ça doit être. Oui, ils sont un peu saoulés de ça. Et aussi, les maires font partie des grands électeurs pour les élections sénatoriales. Ouais, bien sûr. Donc ils ont aussi ce poids-là. Donc en gros, ils ont un droit de vote pour les élections sénatoriales. Et ça, j'ai un petit doute. Je crois que les maires d'arrondissement ou les conseillers de Paris ont en gros 5 votes pour les élections sénatoriales et pas un comme les maires de plus petites communes. Ça, il faudra peut-être vérifier. Mais je le dis comme ça à l'oral parce que je suis pas sûr, mais ça va être intéressant à creuser aussi. Mais c'est marrant, putain, 5... Et du coup, en fait, on rentre après dans des logiques politiciennes où on te dit « Ah bah ok, t'auras une place au Conseil de Paris ». Mais du coup, tes 5 votes pour les sénatoriales, tu les redirigeras vers un tel parce que c'est mon pote. Et si tu veux ta place, il faut que tes 5 votes aillent pour mon pote au sénatorial. Ah oui, ouais, ok. Ouais, on rentre dans des calculs d'apothicaire. Ouais, c'est ça, en fait. Au bout d'un moment, c'est... toi, t'as 5 votes, donc... ouais, exactement. Ok, je vois un peu le truc. Donc, bon. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément visibles du grand public, mais qui existent et qui sont extrêmement présentes dans la politique, notamment parisienne. Donc pour continuer ce petit podcast, j'ai encore une question. Ouais, c'est le concept d'un podcast. Plein de questions. J'ai plein de questions. Alors ma question porte sur quelles sont les limites d'un maire en termes de pouvoir où est-ce qu'un maire doit se situer comparé par exemple à l'État, parce que y a un président, etc. Il fait des choses aussi. Et quelles sont les limites d'un maire? Voilà. Ouais. Bah ça, tu touches un peu du doigt, on parle souvent de millefeuille administratif en France. Donc t'as les mairies, mais en fait t'as aussi les les communautés de communes. Donc en fait les communes sont regroupées dans des grosses communes quand il y a les communautés de communes. Puis t'as les départements, les régions, t'as les préfectures, t'as le gouvernement. Enfin bref. Donc là tu touches une question un peu sensible parce que finalement le maire ne peut pas toucher à certains pans d'un programme politique. On va dire par exemple en matière tout ce qui est armée, ça revient au président. Tout ce qui est l'éducation type université, c'est aussi au niveau de la France que c'est géré. Par contre, les collèges, c'est le département.
Donc des choses comme ça. Donc sur ces choses-là, les maires n'ont pas beaucoup d'impact. Donc voilà, en fait, là tout de suite, j'ai pas de réponse précise qui me viennent, mais faut réussir à découper en fonction des périmètres de responsabilité de chaque instance. Et on sait qu'en France, c'est pas forcément toujours facile de pouvoir s'y retrouver. J'imagine bien. Et après, en théorie, si tu lis le programme du candidat si tu lis le programme, bah, tu vois sur quoi est-ce qu'il veut avoir de l'impact, quoi. C'est ça. Mais c'était plus j'ai posé la question pour voir, justement, c'est très intéressant, tu vois, que tu me parles de ce millefeuille un peu administratif, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens s'en plaignent, tu vois, de les façons sur les délais, les machins. Ouais. Donc, dans tous les cas, voilà. De toute façon, c'est très bien que... Mais en gros, quand même, d'une tendance générale, c'est les maires des communes, enfin des plus petites communes, on va dire, de taille moyenne et petite, se plaignent plutôt de ce qu'on leur prenne des compétences qui sont redirigées plutôt vers le haut. Qu'on centralise, on va dire, un maximum de compétences dans de grosses instances, dans de gros paquebots un peu administratifs, plutôt que de décentraliser et redonner un maximum de pouvoir aux maires. Et il y a aussi quand même une question des subventions publiques où, on l'a vu notamment là, lors des derniers budgets, etc., on coupe un peu les subventions des mairies. Donc ça, c'est aussi un des enjeux que les communes font remonter. Évidemment. Ouais. Question un peu plus large, pour revenir un peu à notre angle de jeunesse. Pourquoi est-ce que, on en a parlé un peu en première partie, mais pourquoi est-ce que d'après toi, c'est important que les jeunes s'intéressent à la politique? Bon, ça, on l'a abordé dans d'autres épisodes qu'on a fait. On en a fait un sur les élections européennes l'année dernière. On avait abordé ce sujet-là, donc pour la politique en général. Mais pourquoi est-ce que, d'après toi, c'est intéressant pour la politique locale? Lorsque on est jeune, on bouge beaucoup, soit on va à l'université autre part, etc. Machin, donc on est quand même assez... Enfin, ça dépend de l'âge, mais je veux dire, on est beaucoup plus en mouvement que lorsque tu achètes, que tu deviens propriétaire. Ouais. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les jeunes? Moi, je me dis c'est intéressant parce que, oui, donc dans nos parcours de vie, en étant jeune, on est peut-être amené à un peu plus bouger géographiquement. Mais en tout cas, s'intéresser au débat politique pour les municipales, c'est aussi offrir la possibilité aux suivants. Donc on est peut-être étudiant dans le 5e, on n'aura pas forcément les résultats de la politique qui sera menée en tant qu'étudiant, mais ça sera pour les prochains. Et moi, je me dis autant se bouger aussi pour les prochains jeunes qui vont pouvoir bénéficier des résultats de l'action publique lors de la prochaine mandature, quoi. Parce que c'est vrai que ça met quand même du temps, hein. Aujourd'hui, quand on discute avec des maires, ils se disent, le temps que tu arrives, que tu es élu, que tu comprennes un peu comment ça fonctionne, que tu lances des projets, que les projets soient financés, soit validés, soit financés et soient déployés. En fait, la fin de la mandature est arrivée et en fait, c'est déjà de nouvelles élections. Donc, il y a beaucoup de maires qui disent que, en fait, il faut quand même aussi un minimum de 2 mandats pour pouvoir aussi mener des politiques un peu sur le temps long, quoi. On voulait en parler, c'est justement... alors, petite anecdote, moi, c'est marrant. Moi, je suis à Rueil-Malmaison. Et le maire, c'est Patrick Ollier. Et sincèrement, depuis que je suis à Rueil, je connais que lui. c'est une folie. Je connais que lui. Et là, putain, anecdote un peu marrante. Donc, j'ai mon père qui s'appelle aussi Patrick. Il faut le savoir. Et j'habite devant un affichage public. Où tu peux mettre justement les panneaux, machin. Et c'est assez marrant parce qu'en plus, il y a une bataille. Parce que je les vois, tu sais que je rigole pas. Ils arrivent à 7h en pleine nuit, tout, ils enlèvent ceux des autres, etc. C'est assez marrant. Et donc, je vois la tête de Patrick Ollier, devant chez moi, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, je me réveille. Et là, je vois une affiche. Et si on changeait de Patrick, t'aurais dû voir la tête de ma mère. Parce que du coup, il y a un autre candidat qui s'appelle Patrick et son truc c'est vraiment et si on changeait de Patrick. Et quand t'as ton père qui ouvre la porte et mon père qui s'appelle Patrick qui ouvre la porte et qui voit l'affichage public et ma mère qui se pose la question. Ah oui, d'accord. Okay. Tu m'as rien dit, c'est ça? C'était la question de ta mère. Si on changeait de Patrick. C'est marrant. Voilà, c'est cocasse. Voilà, non, mais c'était une petite anecdote, fun fact. Voilà. Non. Mais c'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez de la guéguerre politique pour les affiches. C'est énorme. Avoir les meilleures places pour aller tracter dans les marchés, tu sais, il y a vraiment une sorte de
de petites guerres politiques qui est un peu marrant. J'imagine, parce que tu peux pas occuper la place. Ouais, de voilà, c'est l'autre, comment t'occupes la etc. place. T'as une petite anecdote, un échange marrant sur un marché. Comment ça se passe? Tu vas voir les gens, on te dit oh, je m'en fous de votre truc. Est-ce que t'as eu un peu de confrontation ou les gens sont quand même sympas? Non, alors moi quand je discute et je vais surtout tracter, quand on va tracter, moi je dis souvent faut mettre son ego de côté quand on va tracter parce que en gros on se prend beaucoup de vent. Moi du coup vu que j'ai la chance d'être tête de liste, je peux avoir une approche un peu plus impactante en disant tu te tractes avec ta tête dessus quoi. Exactement. Ouais. Et du coup quand je tends le track je dis écoutez je veux être maire du 5e, vous pouvez voter pour moi, vous avez en face de vous le futur maire du 5e. En fait rien que ça, de dire ça, en fait, t'as besoin... Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et du coup en fait elle écoute et en fait il y a un premier il y a un petit lien qui se crée. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir créer un lien avec la personne, mais c'est primordial parce qu'en fait, juste distribuer le track, la plupart du temps, les gens le mettent dans la poche et après, ils oublient, ça passe à la machine, ils jettent à la poubelle. Quelquefois, vraiment, on distribue un track, quelqu'un le prend, il met dans la poubelle juste après. Bon, tu dis, bon. Ça fait un peu mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur, mais bon, Et c'est comme ça. Mais oui, en fait, l'idée aussi de ces échanges-là, c'est pouvoir créer du lien, tenir une conversation, écouter les gens pour que voilà. Mais t'as pas eu trop d'opposition ou trop de... Non, j'en ai. En fait, ça me marque pas. Ouais. Ça me marque pas. Il y a un truc qui m'a marqué quand même. Et donc du coup, c'était un jeune qui arrivait, etc. Donc je lui tends le tract et dit c'est qui? Je dis c'est Equinox. Il dit ok, je connais pas. Vous êtes ACAB. Alors, on mettra une petite traduction. Sauf que moi, innocent que je suis, je savais pas ce que voulaient dire les significations de ACAB. Okay. Donc je lui redemande une deuxième fois. Okay. De quoi? Donc, il me dit est-ce que vous êtes ACAB? Donc moi je dis je sais pas ce que ça veut dire ACAB. Ouais. De façon la plus honnête possible en disant explique-moi ce que c'est. Ouais. Et là il me dit et ça l'a extrêmement énervé que je ne sache pas. Et elle dit ok continuez votre jardinage et en gros il est parti, il m'a balancé le tract et il est reparti. Wow. Et ça j'ai eu du mal enfin ça m'a fait un peu mal parce que c'était un jeune. Je pense qu'il y avait plein d'idées sur lesquelles j'étais d'accord et la façon dont il a traité ça sur le fait que je sais pas ce que ça veut dire ACAB mais c'est pas très grave, maintenant je le sais. Peut-être qu'on peut le dire, mais ACAB, vas-y. c'est-à-dire all cops are bastards. Exactement. Exactement. Pour la traduction littérale, c'est tous les flics sont des empotés. Voilà. Des empotés. Bref. Et donc ça m'a fait un peu mal, mais en fait, quand on parlait de la jeunesse, je pense que c'était quelqu'un qui aurait pu passer dans le podcast. Et bon, voilà, ça m'a un peu marqué, mais bon, après, je passe à autre chose parce qu'il y a tellement aussi d'autres personnes à les convaincre. En fait, c'est la virulence, en fait. C'est vraiment le truc, la personne, elle est là, si tu dis pas oui, en fait, t'es mort. Ouais, si tu rentres pas dans sa case, elle peut pas discuter avec toi. Bah, c'est ça, ouais. Donc... cette personne aurait pu m'expliquer ce que ça veut dire parce que du coup elle me l'a pas expliqué, elle est partie direct et moi après j'ai demandé à mon pote, elle dit mais ça veut dire ça, je dis ok j'avais pas fait donc, oui voilà, bon c'est comme ça. T'as bien fait de lui redemander parce que si tu lui répondais allez we are ACAB. Là il aurait été content je pense du coup. Oui lui il aurait été content mais bon bref. Ok donc bon tu t'es pas fait non plus agresser en tout cas, c'est pas arrivé. Pas fait agresser et pour l'instant mais sur les réseaux non plus il n'y a pas eu de grosses vagues de haine ou quoi qui sont arrivées, donc bon on voit comment ça sache que ça peut arriver. On a pendant les européennes notre tête de liste qui était Marine Chollet, une femme qui a aussi pris beaucoup de vagues et un petit peu de haine sur les réseaux. Bon je pense qu'il faut savoir que ça arrive. Ça va arriver et j'essaye de me détacher aussi un maximum des réseaux, en gros ne regardant pas trop, enfin je fais valider par d'autres personnes ce que je poste et après je suis pas à regarder tous les commentaires etc. Ouais, de toute façon c'est l'enfer. Ouais. Sincèrement si tu fais un minimum de vues, t'as un nombre de notifs par jour, c'est... non. Donc bon j'essaye à mon échelle de me détacher de ça et d'essayer de prendre cette habitude là en tout cas. Ok. Alors du coup, on a beaucoup nommé ce parti politique qui est le tien, Equinox. Ouais. L'idée c'était de t'inviter d'abord pour que tu nous parles de ton parcours, de pourquoi est-ce que tu t'étais engagé en politique, etc. Au-delà de ta couleur politique et de ta vision de la société
plus personnel. L'idée, c'était vraiment de voir ton parcours et de vous inviter, ceux qui nous regardent, à s'y intéresser, s'engager si vous le souhaitez, etc. Voir aussi que c'est possible, qu'on a quelqu'un, peu importe son parti, qui s'engage pour la vie en société, pour organiser tout ça. Et pas forcément en ayant fait l'ENA ou Sciences Po. Et donc, on va quand même un peu expliquer ce que c'est qu'Equinox parce qu'on l'a nommé. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de faire la promotion d'un parti ou d'un autre, c'est d'avoir juste le parcours politique d'un jeune. Mais quand même, explique-nous un peu ce que c'est et pourquoi, surtout en fait, d'un point de vue personnel, tu t'es dirigé plus vers ce parti qui est tout neuf. Tu vas nous raconter un peu son histoire. Mais pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre, tu vois? Ouais. Du coup, Equinox, c'est un mouvement politique, un jeune mouvement politique qui veut faire émerger une nouvelle façon de faire la politique et redonner un petit peu l'envie d'agir, redonner espoir et confiance dans le monde politique. Aujourd'hui, il n'y a que 25% des Français qui ont confiance en la politique actuellement. Donc il y a une défiance qui est extrême et il y a vraiment une fracture démocratique qui existe. Et Equinox a été créé en 2021 sur le plateau de Saclay, où en fait c'est des jeunes étudiants qui avaient un think tank sur les questions d'agriculture. Donc un think tank pour... un cercle de réflexion pour faire émerger des idées sur le thème de l'agriculture, qui s'appelait Graines d'Avenir, et qui finalement, Graines d'Avenir s'est dit, pour avoir le plus d'impact dans ce qu'on fait, il faut qu'on crée un parti politique pour pouvoir aller défendre ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on prône pour la suite dans le débat politique et faire changer la loi, tout simplement. Donc de là est né Equinox, en 2021. Ensuite, en 2022, il y a eu 3 candidatures pour les élections législatives. Donc vraiment, c'était 3 personnes qui n'étaient pas du tout accompagnées, vraiment du fait maison pur et dur, qui ont fait entre 0,5 et 1%. Et ensuite, on a fait une liste pour les élections européennes en 2024. 2024, où on a fait 70 000 voix. En mai 2024, c'était les élections européennes, 70 000 voix. Juste avant les élections européennes, on a été 500 dans le parti. Ensuite, il y a eu élections européennes, élections législatives en 2024. On est ressorti de cette fenêtre, de cette séquence politique, avec 5000 personnes dans le parti. Donc, ça a été vraiment un catalyseur d'idées. Ça a vraiment donné un coup de projecteur sur Equinox et le parti a extrêmement grandi. Ok. Et Equinox veut un petit peu souhaite sortir de la politique spectacle pour se rebaser, sortir de la démesure. On veut remettre un petit peu de mesure dans l'action publique. Et on souhaite sortir de la politique spectacle, sortir de la personnification à outrance de la politique. Essayer aussi de terminer, de vaincre les conflits un peu, les conflits idéologiques. Les partis sont extrêmement dogmatiques aujourd'hui, et nous, on souhaite sortir un peu de tout ça pour amener un peu plus d'intérêt général, un peu plus de nuances aussi dans le débat public. Et on est fondé par des scientifiques de base. Et on a aussi cet ADN-là qui est présent. On a une méthode pour construire notre programme, donc constat, aspiration, proposition. Ouais. Ce qui permet de cadrer un petit peu le débat, où on se met d'accord sur les problèmes, sur des constats sourcés scientifiquement. Ensuite, on se met d'accord sur une aspiration vers là où on veut aller, pour ensuite se mettre d'accord sur une proposition, comment on y va. Donc tout ça, ça permet un peu plus de ramener de rigueur et de méthode en politique. D'accord, ok. Très bien. Et donc ces membres fondateurs sont encore actifs Ouais, ils sont encore actifs. Donc il y en a, non, mais aujourd'hui, on a encore le vice-président et le trésorier qui font partie des membres fondateurs. Et c'est assez intéressant parce qu'on a un manifeste chez Equinox qui est un petit peu notre pierre idéologique vers là où on veut amener la société. Ouais. Et ce manifeste-là a été écrit par quelqu'un de l'UMP, historiquement de l'UMP, et quelqu'un de LFI. Ok. Donc vraiment des personnes donc assez opposées. L'UMP, anciennement les Républicains. Les Républicains, ouais. Donc en gros, quelqu'un la droite de et la gauche. Quelqu'un de gauche. Et finalement, on voit qu'on arrive à se mettre d'accord, à avoir un sens commun. Et ça a été, je pense, c'est un outil, une lecture assez intéressante pour celles et ceux qui ont envie d'apprendre un petit peu plus à connaître Equinox. Tu parles de sortir de l'incarnation, sortir du show, ouais. Sortir de
de cette image politique, de cette mise en avant des élus, etc. On l'a un peu évoqué au départ. L'idée là, c'est d'en revenir un tout petit peu avec cette question. Est-ce que tu penses pas que ça fait partie quand même en France de la politique de devoir incarner un projet politique, donc évidemment par le personnifier par quelqu'un, mais surtout que cette personne incarne ses idées, les mette en valeur pour qu'elles soient surtout visibles en fait. Est-ce que tu penses pas que l'incarnation fait quand même partie du jeu politique et est-ce que tu penses que on peut le dépasser, tu vois? Aujourd'hui, ça fait partie des règles du jeu. Ouais. C'est concrètement ça, on ne peut être d'accord sur ça, c'est que aujourd'hui, les partis sont représentés par 1 ou 2 têtes d'affiche maximum, et ça permet de simplifier le message, l'incarnation, et que les gens s'identifient plus facilement, reconnaissent plus facilement des idées. Moi, je suis persuadé que l'incarnation, elle peut aussi se baser sur un collectif, sur des valeurs qui, peu importe en fait telle ou telle personne qui défend ses idées, ses valeurs et une manière de faire, ça peut aussi marcher. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire avec Equinox, de pouvoir montrer que c'est possible. Donc aujourd'hui, on est au début de notre développement et c'est pas fini et on continue de construire, de structurer le parti pour justement démontrer par A plus B que c'est possible. Et on a une tête de liste pour les européennes où pas mal de gens, à un moment, se sont identifiés à cette personne-là. Ouais. Mais on sait que cette personne-là, en fait, elle n'a pas envie de continuer une aventure de candidate par la suite et que en fait, les idées d'Equinox seront... vont persister, quoi. Vont persister par l'incarnation de aussi une autre personne. Et donc au final, tu répètes un peu le système d'incarnation. Oui, ça va être... Oui et non, mais moi ce que je voulais dire par là, c'était que c'est pas notre tête de liste aux européennes qui va continuer pendant 5 à 10 ans à incarner le parti. Ok, dans le sens où elle peut être remplacée par d'autres personnes. Exactement. En fait, moi je pense vraiment que personne n'est indispensable et c'est vraiment le collectif qui prime et l'organisation du collectif qui est extrêmement important pour faire diffuser ces idées. Et en fait, aussi l'engagement politique. À certains moments de sa vie, on a plus de temps qu'à d'autres moments de sa vie. Bien sûr. Et je pense aussi que ça doit être pris en compte dans l'incarnation par la suite, parce que en fait, on n'a pas forcément envie tout le temps d'être mis sur le devant de l'affiche, et c'est ok de vouloir mettre aussi ce côté engagement politique de temps en temps un peu de côté pour se consacrer à d'autres choses. Ouais, complètement. Est-ce que en fait, tu te reconnais totalement dans ta ligne du coup de ton parti de Equinox? Est-ce que tout ce que représente Equinox, tu es en accord avec? Je pense pas qu'on puisse être en accord sur tout le programme de son parti politique. Et justement, moi, je pense que c'est important. Moi, j'ai adhéré à Equinox, non pas parce que j'étais d'accord sur l'ensemble des mesures, mais plus dans la manière de faire. Et je sais que je suis en confiance et que j'arrive à me projeter dans l'organisation interne du parti qui est structurée, qui a été créé pour éviter certaines dérives qu'on retrouve aujourd'hui en politique, avec un socle idéologique qui me plaît. Et ensuite, en fait, moi, je suis pas aujourd'hui forcément d'accord avec l'ensemble des mesures d'Equinox. Et je sais que si à un moment, il y a quelque chose qui me plaît moins, je pourrais mesurer la part, le pour et le contre. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me fait énormément de mal, et en fait, oui, ça remet en cause mon engagement et mon adhésion chez Equinox. Mais pour moi, ça serait mentir de dire que si on adhère à parti, on est en accord sur 100% de ses idées. C'est aujourd'hui pas possible. Et là, en fait, on rentre dans quelque chose de dogmatique auquel... tu suis tête baissée, quoi qu'il advienne. Exactement. Ouais. Mais parce que j'ai confiance dans la structure et dans la direction globale vers où on va. Et pour moi, c'est plus ça qui est important. Plutôt la stratégie de vers là où on veut aller, la vision, plutôt que sur une petite mesure du programme qui, finalement... je suis pas vraiment expert de ce sujet-là, qui me dérange un peu, mais peut-être parce que j'ai des biais, peut-être parce que j'ai un historique. Et là, pas forcément en accord sur tout. Et en fait, avant de préparer cette question-là, on en a un peu discuté ensemble, et donc ce que je disais un peu pour introduire la question, mais je pense que ce qui vaut quand tu milites dans un parti, vaut en fait quand tu vas voter pour un autre parti, enfin quand tu vas voter même toi-même en fait. C'est parce que le réflexe, c'est quand même de se dire...
pour quel parti, enfin pour qui je vais voter, avec qui je suis vraiment 100% d'accord, etc. Tu vois, parce que j'ai pas envie de voter pour quelqu'un qui a un truc avec lequel je suis pas d'accord. J'ai envie de voter pour quelqu'un. Bref, tu vois le truc dans ton réflexe, dans ta réflexion, tu te dis, bref, je vais voter pour un mec en entier, quoi. Et en fait, là, d'avoir ce témoignage de même quelqu'un qui milite et qui est engagé et qui représente son parti, qui a un porte-parole de son parti, n'est pas forcément d'accord avec tout. Et en fait, c'est aussi un exercice d'ego au final, de se dire que bah, t'as pas 100% raison en fait. Et qu'il y a des sujets auxquels t'es pas expert, et c'est le cas quand tu milites, mais aussi c'est le cas quand tu votes, de te dire, en fait, peut-être que je dois être d'accord avec le principal, je dois avoir mes propres lignes rouges internes, de me dire, là, tel truc, ça dépasse un peu les bornes. Donc, et en effet, c'est la limite avec le dogmatique et les œillères où tu... Voilà. Mais je pense que c'est vraiment important de se dire que c'est pas grave si t'es pas d'accord avec tout. Et que le tout, c'est de trouver ton cocktail le plus équilibré, en fait, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Et ça, c'est une question qui revient très souvent, en tout cas, des personnes... chez Equinox, on a beaucoup de personnes qui sont peu politisées, donc qui arrivent... C'est la première fois qu'ils adhèrent à un parti, et qui me disent « Ah, mais Antoine, en fait, avant d'adhérer, je vais me renseigner sur tout le programme. Je vais lire tout le programme, je vais tout lire, je vais tout étudier. » Et du coup, moi, je dis bah, « En fait, tu sais que t'as pas forcément besoin de tout lire, de toute façon ça va te prendre un temps fou, de tout vérifier, si t'es d'accord, si c'est raison, enfin je veux dire, non, lis le manifeste, tu vois la direction, tu vois la vision, tu vois un peu notre organisation interne, notre vie démocratique interne, bon voilà, t'as des gros enjeux que tu peux un peu valider, et ça peut te donner un cadre, voilà, est-ce que après ce cadre, tout dépend aussi, comme t'as dit Benjamin, de tes lignes rouges, ça c'est intéressant ça, mais voilà, en tout cas ça peut donner une grille de lecture, c'est ça, plutôt qu'un programme, appliquer un programme sur son entièreté. De toute façon, de lire le... Enfin, là, je fais un parallèle. Attention au parallèle. Mais je pense que tous les croyants n'ont pas lu la Bible. Tu vois ce que je veux dire? Non, bon, voilà. Peut-être qu'on cuttera ça, on sait jamais. Mais bon, voilà, je voulais le sortir. En vrai, ça marche plutôt bien. Hein, mais... Voilà. Bon. Pas plus entre politique et religion aujourd'hui. C'était tout. Est-ce que tu penses que l'étiquette politique aujourd'hui est encore importante? Est-ce que ça a de l'enjeu? Quand tu parles d'étiquette, tu parles de l'axe gauche-droite? Ouais, c'est ça, en gros... L'étiquette, tu parles de parti politique, quoi. Est-ce que, en gros... Plus parti politique ou plus axe gauche-droite? Plus parti politique. Ouais, plus parti politique, parce qu'aujourd'hui, ça... Enfin, tu vas dire gauche-droite aujourd'hui, ça a plus trop de sens dans la politique actuelle, je trouve. Bon, en tout cas, chez Equinox, on partage ça. En tout cas, le clivage gauche-droite, on va être au-dessus de ce clivage-là et on se dit qu'il est complètement désuet. Et que les gens... en fait, maintenant, c'est plus une grille de lecture qui pouvait... Un peu à la macroniste, quoi. Moi, Macron, je le considère de droite, mais après, d'autres personnes pourraient le considérer d'un autre bord. Enfin bref, c'est toujours le débat. L'argument de base, quand il a commencé en 2017, c'était on va au-delà des clivages... Tu vois ce que je veux dire, de sortir de ça et de venir avec un projet. Après, c'est vendeur, tu vois. Ça... Moi, je pense que c'était plutôt... une idée qui était louable, après ça a complètement dérivé après quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu dis que t'es de gauche, bah en fait les gens de droite veulent plus te parler, et quand tu dis que t'es de droite, bah les gens de gauche veulent plus te parler. Donc je trouve que c'est complètement débile de rester dans ce dogmatisme-là, parce que quelquefois il y a aussi des bonnes idées à gauche, des bonnes idées à droite, et moi aussi j'en ai marre quand je discute avec... des gens soit de droite soit de gauche, faut carrément qu'ils te délivrent un brevet pour dire ah oui ok toi ça y est t'es de droite, c'est bien, tu peux discuter avec moi, viens dans mon parti. Je te jure, c'est marrant. Donc bon, moi ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu. Après, les partis politiques, pour les élections municipales, c'est intéressant parce que les étiquettes, on va dire, quand je parle d'étiquettes, on va dire je parle des partis politiques. Pour les élections, on va dire, de la majorité des communes en France, les partis n'ont pas beaucoup de poids et on vote quand même pour des personnalités locales. Typiquement, ton maire, si ça fait extrêmement longtemps qu'il est maire de ta commune, il n'a pas forcément besoin d'un parti derrière lui pour être élu, parce qu'en fait, il est tellement connu, il a fait tellement de choses, et il est en place, il est considéré dans sa commune, il est en place. Il n'y a pas forcément de besoin d'étiquette. Par contre... pour des élections plus nationales, ça reste quand même un enjeu assez important de pouvoir, ne serait-ce, je trouve, en termes de moyens, d'être de soutien, tout ce qui est soutien financier en termes de militants, etc. Évidemment, même des soutiens de cerveau, quoi, des idées. Non, mais une organisation derrière
soi pour pouvoir, Ouais. pouvoir grandir, quoi. Parce qu'il faut les louer, hein, les endroits où ils font les meetings, etc. Exactement. Ouais. Donc, On se rend pas bon. compte des coûts d'une Ouais. campagne, mais c'est assez intéressant, ce petit aparté. Mais pour les élections municipales, c'est aux partis politiques de payer les bulletins, Mm. de concevoir les bulletins. C'est-à-dire, Ah oui, tu vas sur Canva, je sais pas, tu vas sur Word, PowerPoint et tu fais ton bulletin. Ah ouais, putain, Et donc c'est aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies de la main d'œuvre, quoi, des gens qui Mm. t'aident pour faire ça. Donc bon. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr. C'est la dure réalité de la vie. Si tu devais convaincre un absentio... C'est horrible. Hier, on discutait, du coup, on faisait un point sur le côté édito. J'ai pas réussi à dire le mot. T'iras pas. Abstentionnisme. Qu'est-ce que tu dirais à un abstentionniste au vu des élections municipales, donc t'es sur un marché, on vient te voir, on te dit mais en fait ça m'intéresse pas, vous n'avez aucun poids politique, vous allez pas changer ma vie, donc de toute façon moi je vote pas. Comment est-ce que tu arrives à le convaincre que voter ça sert? En fait, j'essaye de lui faire prendre conscience que tout ce qui l'entoure, c'est politique, et qu'aujourd'hui, malgré toute la défiance que les gens, les Français et les Françaises peuvent avoir dans le monde politique, tout ce qui les entoure, ça a été une décision politique à un moment donné. Il faut réussir à reprendre conscience que l'école de ses enfants, que l'EHPAD, que les associations qu'on fait le week-end dans lesquelles on s'engage, à un moment, ça a été aidé par une loi, ça a été par un politique, et qu'en fait, il faut à un moment prendre l'importance de ça, et qu'il faut si on veut pouvoir continuer à avoir une vie démocratique saine, de pouvoir un peu reconsidérer et voir ce qui se passe, au moins s'intéresser à un minimum pour mettre un bulletin dans l'urne en son âme et conscience. Et j'ajouterais qu'après, ça dépend de la raison pour laquelle on est abstentionniste, mais si on est anti-système ou alors on veut un autre système, il y a aussi, à moindre mesure, mais des chemins pour changer le système et du coup des combats à mener pour changer le système. Enfin, je veux dire, il y a des voies, quoi. C'est pas facile, hein, on est d'accord. Le système est quand même assez... Le plus rapide. Voilà. Enfin, le plus rapide. Mais en tout cas, on peut le changer, quoi. Ouais. Et du coup, ça me permet de rebondir sur notre dernière question, mon ami Antoine. Est-ce que tu penses que les gens votent aujourd'hui encore pour des idées ou contre des personnes? Ça, cette question, elle m'est venue après les présidentielles où moi, je me retrouvais pas, j'avais envie de voter blanc, mais d'un côté, on me disait, tu peux pas voter blanc parce que si tu votes blanc, c'est une voie à l'extrême droite. C'est une voie à l'extrême droite, et de l'autre côté, on me disait les pareils, mais du coup, de l'autre côté, tu vois. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que les idées ont été plutôt rabaissées. Bon, voilà, le vote pour un programme a été quand même mis à l'écart. Et aujourd'hui, on vote quand même plus pour une figure, quelquefois malheureusement pour un visage, une manière de s'exprimer, plutôt que vraiment pour des idées qu'on défend. Ça, je trouve ça dommageable, parce que finalement, à la fin, la politique, c'est des idées qu'on essaye de mettre en place pour améliorer le quotidien des gens. Donc clairement, c'est une dérive qui est apparue. Et beaucoup de gens partagent ton avis de voter par dépit, du vote par défaut. Et c'est aussi peut-être notre système de vote qui pourrait être aussi repensé. Nous, par exemple, chez Equinox, on vote au jugement majoritaire, donc plutôt de voter oui, non, ou pour, contre. En fait, on vote pour des nuances qui vont de à rejeter à excellent. Donc il y a 6 nuances entre les deux. Et en fait, on vote plutôt pour une mention majoritaire, plutôt que pour contre, par défaut, oui, non, pour essayer de polariser le débat. Donc ça peut être aussi revu un petit peu dans notre méthode, dans nos outils démocratiques qu'on utilise. Mais c'est en effet peut-être une conséquence du système d'être arrivé à un moment où il y a une polarisation extrême. Mais après, de toute façon, c'est aussi des modèles américains qui s'exportent. Enfin, tu te rends compte que nos sociétés sont de plus en plus divisées. Mais bon, ça, c'est des discussions plus longues que vous pouvez retrouver sûrement. Il y a plein de gens intéressants qui en parlent partout. Mais en tout cas, ouais, c'est... Non, évidemment. C'est une dérive, en effet. Je pense que le mot est bien choisi. On voulait, pour terminer ce fabuleux épisode sur les municipales, parler un tout petit peu des modes de communication et d'un truc marrant. Donc Sarah Knafo, membre du Parti Reconquête, compagne de Éric Zemmour, qui
qui vient avec son manteau jaune utiliser la même typographie et les mêmes codes de communication du dernier maire élu à New York, Zoran Mamdani. Qu'est-ce que ça dit en fait de la communication politique aujourd'hui que de reprendre des codes en fait, peu importe de ta couleur politique, des modèles comme ça, avec des vidéos très courtes où tu vas dans la rue, où c'est scénarisé, etc., où tu passes des messages très clairs, sans vraiment de nuances, machin, et puis les vidéos font des millions de vues. Qu'est-ce que tout ça veut dire en fait du débat politique ? Est-ce que toi, c'est un truc qui t'effraie ? Est-ce que t'as pas envie d'utiliser ces codes parce que trop simpliste, tu vois ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu vois de tout ça, quoi ? C'est vrai que les dernières publications sur le compte Insta ou TikTok de Sarah Knafo ne sont pas du tout réjouissantes, avec une manière... Nous, on utilise, je ne sais pas à dire, il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il faut les utiliser, mais d'une certaine manière. Et là, on est tombé dans un sujet avec de l'intelligence artificielle qui est arrivée dans les vidéos, de la scénarisation à outrance, où on met des enfants quasi, il y a une vidéo vraiment, c'est un enfant de, je sais pas, 10 ans, même moins, qui parle comme quelqu'un de 35 ans, un philosophe de 35 ans, mais c'est un enfant de 10 ans, et qui dit des trucs, bien sûr, extrêmement en accord avec la politique de Sarah Knafo, donc c'est extrêmement flippant, ce côté scénario. Donc malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas faire avec, mais on peut l'utiliser d'une manière, pour moi, la plus éthique possible. Et je pense qu'il ne suffit pas de faire des copier-coller des couleurs de la dernière campagne victorieuse de Mamdani à New York pour réussir. Et j'espère que les électeurs et les électrices vont être au-dessus de tout ça et vont s'intéresser d'abord aux idées que propose Sarah Knafo. Et apparemment, elle a un programme, elle se targue sur les réseaux d'avoir un programme construit, etc. Bon, moi je laisse les gens aller se renseigner, mais en tout cas, ce n'est pas du tout les idées qu'on défend chez Equinox. Okay. Donc en tout cas, faut jouer le jeu, mais de manière plus intelligente, quoi. Pour moi, oui, aujourd'hui, c'est se tirer une balle dans le pied de se priver de ces canaux-là, c'est pas possible. Et nous, on l'a utilisé chez Equinox, ça permet aussi de grandir, parce qu'on a fait des vidéos qui ont bien marché. Pas des vidéos avec intelligence artificielle où on employait des tons démagogues sur nos vidéos. Mais ça peut marcher, donc oui, pour moi, il faut les utiliser. Et si on veut embarquer toute cette jeunesse-là qu'on a mentionnée, il faut être présent sur ces canaux-là, bien les utiliser et éviter de tomber dans un sectarisme extrêmement fort de l'utilisation de ces outils. Ouais, carrément. Et moi, si je peux rajouter un truc sur le manteau jaune de Sarah Knafo, il faut savoir que depuis 1700, la couleur jaune est considérée comme... Finis la phrase. Elle est considérée comme une couleur chiante, maudite, entre guillemets, ça fait chier, parce que le pigment à l'époque se détruisait très vite, donc en fait t'arrivais pas à faire du jaune, ça partait au vert, donc c'était jamais utilisé, et il n'y a jamais eu de parti politique en Europe de la couleur jaune, dû à ça, et c'est du coup Sarah Knafo a utilisé le manteau jaune. Voilà, c'était juste le truc pour dire que c'est pas du tout politique le jaune. non, mais les couleurs sont aussi toutes, comme quoi tout est politique, les couleurs sont aussi politiques. Hein. Donc le jaune, ça... C'est pas au hasard, ils sont tombés sur le panel de couleurs, ils ont choisi le jaune. Hein. Et aussi le jaune, je crois qu'on offre des fleurs jaunes pour faire plaisir. C'est aussi synonyme un peu de traite. C'est ça. Donc ça a des significations aussi derrière. Avec la traîtrise, la trahison. C'est que c'est drôle que ce soit Sarah Knafo qui utilise ça. Bref, en passant. Voilà. Merci à Quotidienne. Ça me faisait rire, je trouvais de l'info assez marrante. Voilà. Antoine, merci beaucoup. Merci à vous, c'était top, j'ai passé un super moment dans votre compagnie. C'était un vrai plaisir de te recevoir et encore une fois inspirant parce que c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler. C'est très inspirant d'avoir quelqu'un de jeune qui s'engage à 100% dans la politique. Donc on peut être d'accord, pas d'accord avec le programme. L'important c'est aussi de voir des jeunes engagés. C'est pour ça que nous on fait ce podcast là. N'oubliez pas surtout de donner votre avis dans les commentaires, d'accord, pas d'accord, évidemment il n'y a pas de souci, de vous abonner, de liker la vidéo. On mettra aussi les réseaux d'Antoine et voilà. Pas les tiens parce que toi on s'en fout en fait. Littéralement, on s'en peur. N'oubliez pas que je suis Seigneur d'Elden et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se voit la prochaine. Ciao. Et allez voter du 15 au 22 mars. Oui, mais gars, quand même. Votez, c'est important.
Merci encore Antoine. Merci à vous. À bientôt. Salut, à la prochaine. Ciao, ciao. Magnifique. Incroyable. Fin de tournage. Merci beaucoup Antoine. C'était trop cool. C'était très bien. De toute façon,